Autant, ouais, je faisais rire mes potes, mais j'étais pas non plus le gars extravagant où tout le monde se dit waouh, lui c'est une star, c'est sûr, lui c'est une star. Et c'était déjà trop tard d'ailleurs pour moi à l'époque de me lancer. On me disait YouTube c'est fini. Ah ouais? YouTube c'est terminé. YouTube dans 2 ans c'est fini. Tout le monde a déjà fait le truc, les podcasts ça existe déjà, c'est fait, refait. Je m'étais fixé comme objectif en 1 an. J'aimerais avoir, je sais plus combien, j'étais parti en vrille, j'avais dit en 1 an je vais avoir 1 million d'abonnés je crois. Ah ouais? J'étais parti loin tu vois. Et je crois que je m'étais dit en fait si après 1 an ou après 1 an et demi j'ai pas ça, je sais que ça n'ira pas tu vois. Yes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Start Vie ici, un épisode hyper spécial parce que déjà on a un invité exceptionnel, c'est évident. Déjà. Merci. Mais désolé pour l'invité, on a encore un collaborateur exceptionnel au-dessus de ça. On a Mehdi qui est là, Mehdi que vous connaissez évidemment. On avait envie de faire une nouvelle série sur, on parle toujours de starter, on parle de levée de fonds et tout, et c'est super bien. Mais on avait envie de parler d'autres entrepreneurs qui cartonnent tout, mais qu'on connaît moins, on connaît moins en fait le business que c'est devenu aussi, le fait que ça crée de l'emploi, le fait qu'ils portent leur couleur très très haut, qu'ils ont des communautés incroyables, en tout cas un peu plus grandes que celles de Start Vie, mais bon, pas de beaucoup quand même. Et on commence cette série par Mathieu. Est-ce qu'on peut dire ton prénom à la caméra? On peut carrément dire Mathieu. On peut dire Matt. On peut dire Matt. Matt, plus connu avec ta chaîne YouTube. Ouais. Matt. Qui était Matt se fait des films et qui est devenu Matt en janvier 2021. Ok, voilà, ok, tu vois, j'ai les failli détails pas sont à jour déjà du tout. Donc j'étais sur Matt se fait des films, pas du tout. Mais ton Insta, c'est toujours Matt se fait des Ouais, films. exact. Ah. Ça pardonne. Tu vois, c'est comme pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Ouais, Il n'y a pas d'approximation ici dans ce truc-là. Sniper directement, le Laurent Baffy de trucs, c'est comme ça qu'on le dit. Alors déjà, bon, tu fais partie des 5 Belges les plus connus, les 3 Belges, le Belge, on ne sait pas très bien, mais vraiment, on est dans les Avengers, la Dream Team des YouTubeurs en Belgique. En tout, on cumulé, pour quand même que le public ne te connaît peut-être pas, peut-être rare, hein, mais d'entrepreneurs et tout, on parle de combien d'abonnés? Cumuler, c'est spécial parce que sans doute que des abonnés d'une tranche vont dans l'autre aussi, mais si vraiment tu additionnes tout, je sais pas, tu dois être à un peu plus de 2 millions, un truc comme ça. Franchement, il le dit, j'ai des frissons. Il le dit, j'ai des frissons. 2 millions d'abonnés en cumulé. C'est beau, on est d'accord que c'est beau. On va bien sûr aller au-delà de ces chiffres-là dans cette interview. On va vraiment raconter d'abord t'étais qui petit avant de devenir le Marc que tu es devenu aujourd'hui. Comment tu es venu à YouTube. On va parler un peu du processus de création aussi. On va aussi parler un peu business. Allons-y, vu que c'est notre chaîne, c'est un peu ça qu'on fait. Et dans une interview, je tiens à dire que Mehdi a beaucoup préparé. On n'a jamais préparé une interview comme aujourd'hui, ça vraiment je tiens à le dire. Il y aura des épreuves. Ok. Il y aura des évaluations critiques de Mehdi. Eh ben. Ouais, parce que monsieur youtubeur, mais on a fait du vêtement, non? Ouais, c'est vrai. Eh ben, je peux te dire que là on a un expert et il va tout regarder. J'ai hâte. Donc on est parti là-dedans. Mehdi, c'est parti quoi, non? Top. Ben, juste pour commencer, avant de rentrer dans les questions, etc., on va faire une petite intro où en fait j'ai imaginé le synopsis du biopic qui se ferait sur toi. Waouh, ok. Tu vois? Ouais. Mais j'ai enlevé des mots. D'accord. Et du coup, ça sera à toi de compléter en fait. Ok. Tu parfait. vois? Ouais, cool. T'es prêt? Cool. Ouais, vas-y. Ok. Donc, dans ce tout nouveau thriller, vous découvrirez l'histoire de Matt. Attends. C'est une vraie histoire ou ça doit être biopic? Normalement, c'est la vraie histoire. C'est toi qui réponds. Putain, mais comme le tu genre, veux. je reviens parce que c'est pas un thriller du tout. On n'est pas dans un thriller. Oh le reveal. Je suis parti dans mes préférences. Alors, horreur. Non, alors, on peut parler de YouTube, mais si t'as un meurtre, tu balances tout. c'est ça, révélation. Non, alors attends, le genre, je change, mais il y avait de comédie. Attends, comédie. Ok, donc dans cette nouvelle comédie, vous découvrirez l'histoire de Matt, un youtubeur, qui enfant s'est découvert une passion pour la comédie. Et qui du coup, en premier emploi, a trouvé un emploi dans le monde de... Dans le monde de la vente. Dans le monde de la vente. Mais sa passion était plus forte que tout, il croyait en ses rêves et a donc décidé de créer... sa propre chaîne YouTube. Sur laquelle il parlait de... Cinéma. Avec... Humour. Au fil du temps, il a rassemblé autour de lui une armée de... Souillon. Souillon, c'était le fameux nom, le petit nom. Et ensemble, ils...
ensemble, ils ont passé un très bon moment pendant un bon bout de temps. Sur des centaines de films, et grâce à ça, il s'est rempli. Et grâce à ça, il s'est rempli les poches. C'est ça, les C'est poches, toi. c'est ça que tu veux me faire dire. Pas du tout. Moi, je veux rien C'est du tout. ça que tu veux me faire dire. Et peut créer des... Il peut créer il peut créer des. Alors là, Joker, il peut créer des. Des jokers. Non, je sais T'en pas. as fait, non J'ai pas d'idée. Ok. Mais malgré tout, ce succès parviendra-t-il à... Parviendra-t-il à suffire pour la suite Et c'est ce que vous découvrirez dans dans cet avenir proche avec en rôle secondaire. avec un rôle secondaire. Ça serait qui les personnages importants de ton histoire? Mes proches, Tes proches. grosse bulle, personnage secondaire. Top. Ça me Nickel. paraît pas mal, hein. Eh ben, vous iriez le voir? Oui, oui. Top. Par contre, on n'a pas parlé du cadavre. Si tu peux quand même revenir Alors, il est ici. J'ai amené un petit bout. sur ce meurtre. Top, top. Et du coup, maintenant, on va revenir sur le tout début. Et du coup, je me demandais, en fait, quand tu étais enfant, tu étais quel genre de gosse? Est-ce que tu étais plutôt comme, par exemple, une Alice au Pays des Merveilles, très curieux, avec beaucoup d'imagination, mais quand même des amis imaginaires et un peu chelous? Ou alors Ok. tu étais plutôt comme Peter Pan, tu sais, qui n'a pas envie de grandir et que le monde adulte n'intéresse absolument pas, ni l'école. Ou alors tu étais plutôt comme Mathilda. Je sais pas si tu vois, c'est qui Mathilda? La petite dans un film qui est hyper studieuse, qui apprend à lire avant tout le monde, qui est plus intelligente que ses parents et qui est déjà prête pour l'avenir. T'étais quel genre d'enfant? Bon, j'étais clairement pas Mathilda, hein, ça c'est clair. Franchement, j'aurais du mal à me mettre dans une case, mais en tout cas, j'étais un gosse. C'est marrant parce que j'étais hyper nerveux, je bougeais partout quand j'étais tout petit, jusqu'à quand même tout petit, 12, 13, 14, 15 ans. Et puis après, je suis devenu plus calme. Mais ouais, est-ce que vraiment j'avais des amis imaginaires? Je sais pas, mais par contre, très tôt, je faisais des espèces de mini, tu vois, comme on peut voir des caméras. Enfin, j'ai encore, je crois, des cassettes de quand j'ai, ouais, je dois avoir 13 ans. Oh, c'est des petites cassettes où on s'enregistre, tu vois. Elles existent. Elles sont quelque part, peut-être sur un drive, tu vois, je sais pas où, mais effectivement, où on jouait la comédie avec un pote. On faisait les mafieux, on faisait les machins. T'en as jamais fait de vidéo sur ta chaîne encore? Quoi ça? Tu vois, une vidéo où tu réagirais à ces premiers? Non, à ça, non. Mais nous, on veut voir. Bah ouais, je sais. Mais moi, je veux pas que vous voyez, tu vois. Parce que Matt, on les a retrouvés. Et elles sont Magneto. là. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ce serait marrant, ça, de réagir à ces ouf. vidéos-là. Ouais, j'avoue. Avec le pote en question en plus. Avec le pote en question, pourquoi Enfin, pas. s'il est toujours dans. S'il est... C'est C'est peut-être ça, lui, on tu en vois. revient là. Ok. Et du coup, ben, le thème de ta chaîne, en gros, c'est le cinéma, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, enfin, je veux dire, ça tourne souvent autour de ça. Ouais. Et ça a intervenu à ce moment-là, dans l'enfance, la passion du cinéma ou pas? En vrai, je crois que moi j'ai toujours cette espèce de passion pour l'acting général, tu vois, le ciné, etc. Quand je me souviens qu'un jour il y avait le Blade, le film, je ne sais plus quel numéro qui était sorti, il y avait une affiche et j'étais avec ma copine de l'époque et je lui avais dit un jour je serai sur une affiche, machin. Et bref, je sais pas pourquoi ça m'est resté, ça restait gravé, tu vois. Mais je sais pas, c'est toujours un truc qui m'a hyper intéressé. Et du coup, la chaîne, effectivement, elle tourne autour du cinéma parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais vraiment, pour moi, vraiment le premier pied d'entrée, pour moi, c'est d'abord l'humour. Et puis, c'est l'humour sur le cinoche parce qu'en fait, à ce moment-là, sur YouTube, tout le monde était très, très sérieux quand il s'agissait de cinéma. Ou alors, c'était vraiment des grosses productions avec des grosses parodies. Avec une prod derrière et tout ça. Donc vraiment des analyses parodiques où en fait tu prends la place du mec qui mate un film et qui voit plein d'incohérences, qui trouve plein de trucs drôles. Ça n'existait pas en fait. Moi je le connaissais pas, donc c'est comme ça que ça a démarré quoi. Tu l'avais pas, ça n'existait pas à l'étranger ou quoi? Non, en fait ça existait à l'étranger, mais pas incarné par un visage en fait. Okay. Je crois qu'il existe des chaînes qui spotent les défauts de certains films. Ouais. J'ai oublié le nom. Allociné, ils font ça. Ouais, les trucs, les 7 erreurs ou je sais plus quoi là. Comment ça, c'est trop bien. Tu vois, des trucs comme ça existe, mais pas vraiment avec quelqu'un qui va construire des blagues, qui va se déguiser en personnage, qui va refaire des scènes, tu vois. Ça, c'est même aujourd'hui,
Parfois, je me dis, putain, j'aurais dû être aux États-Unis, quoi. Putain, qu'est-ce que ça aurait donné, tu vois, quand tu vois certains youtubeurs qui explosent de dingue. Je me dis, putain, c'est vrai que j'avais même hésité. Je m'étais dit, bon, est-ce que je fais une version américaine, enfin anglaise, tu vois, de ma chaîne, machin. Tellement... En fait, il existe plein de manières de s'internationaliser, mais vraiment, si tu veux le faire à 100% de manière efficace, il faut en fait retourner tes scènes en anglais, tu vois. Il faut l'incarner en anglais. Et ça, sur le marché francophone, c'est vraiment l'un ou l'autre, quoi. Eux, ils sont pas trop l'anglais, tout ça, c'est pas trop leur délire. Et donc, bref, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, la francophonie, c'est super. J'ai encore plein de marge, j'ai une marge incroyable encore de gens à toucher. Et donc, bah voilà, ça restait là, quoi. Ok. Est-ce que tu dis là de s'internationaliser, ça a déjà été fait par quelqu'un en France ou en Belgique? Là, il y a le Rire Jaune qui se lance en mode en anglais. En anglais, et maintenant il va même se lancer, je crois, aussi en chinois. Enfin, il va se lancer sur le réseau équivalent chinois, en fait. Donc lui, je crois que c'est, on va dire, le meilleur exemple de vraiment quelqu'un qui ose. Ouais, franchir le pas. C'est ça. Okay. Il fait même plus du tout de vidéos en français pour l'instant. C'est vraiment en anglais. Moi, j'ai vu un youtubeur, Benjamin Code, qui un mec hyper cool, qui essaye de parler de développement, de code et tout ça différemment, quoi. Il était en français, il avait une super communauté et tout. Il a dit, ok, maintenant, moi, je go big, je vais en anglais. Il a fait 4 vidéos et puis il a dit, j'en veux plus de vos commentaires de haters, ok, je reviens en français. Ah ouais, d'accord. Il avait une idée très forte, quoi, qui n'a pas voulu le suivre là-dessus. Et donc, il est revenu en français. Ah, c'est chaud, ça. Mais je crois qu'il n'a pas perdu des gens dedans, parce que il est revenu, il a écouté sa communauté, qui reste un peu le seul arbitre du truc. Ouais, putain, ça c'est compliqué. Hein. Et je crois que le Rire Jaune, pour l'instant, il n'a pas. Je crois qu'il est. Mais c'est courageux, tu vois, parce qu'il a tenté quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'est pas encore assez perf de quand c'était en français, tu vois. Donc maintenant, à mon avis, il doit se dire, ok, vers quoi je vais. Peut-être qu'il est très content avec ça, mais c'est un délire. Hein. Quand tu as fait autant de vues, que tu es sur une nouvelle fréquence et tout, c'est courageux, franchement. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'exemples, j'en connais pas d'autres. Ouais, on est d'accord. Non. Il y en a qui font les sous-titres aussi. Tu vois, ils mettent juste en anglais, mais les sous-titres, j'ai déjà discuté avec pas mal de monde de chez YouTube, des collègues et tout. Ça marche pas de ouf pour le marché anglais, en tout cas, c'est pas très bon. Ce qui marche très très bien pour l'international, c'est les mecs qui font des vidéos sans parole. Il y a un mec au Turkménistan, ou Afghanistan, je sais pas quoi, il fait des vidéos de moutons qui chassent dans la forêt et qui cuit. Une vidéo, c'est 10 millions de vues, et c'est juste la montagne, c'est peace, il y a un mec qui va chercher un mouton, tu vois, il cuisine végétarien aussi, je ne sais pas pour le mouton, mais et voilà, et un peu le Mr Bean, tu vois, voilà, un truc où il n'y a pas de parole, et tu dis, mais comment il fait 10 millions de vues sur... Ok, mon entier le regarde sur... Non, je vois bien, mais c'est marrant parce que c'est un super exemple, il y a plein d'autres vidéos comme ça, c'est moi seul dans les bois, ou alors seul dans une cabane japonaise, et en fait, il y a, comme tu dis, muet, il fait juste son truc, il fait son petit thé, tu regardes la vidéo, c'est 10 millions, 20 millions de vues, t'es là, ok, bah, je vais faire pareil. Je vais faire du thé, attends, aussi, c'est ça, tu vois. Non, muet, c'est vrai que c'est un bon créneau, ouais. Okay. Et du coup, par rapport à YouTube, c'est à quel moment que ça a commencé à entrer dans ta vie, que tu as commencé à regarder, ça a commencé à faire son chemin dans ta tête En fait, moi, j'ai jamais été vraiment un gros consommateur YouTube. J'étais pas l'ado qui suivait 1001 personnes et tout. Je connaissais Norman, Squeezie, Cyprien, Mister V à l'époque, etc., que je regardais un peu comme tout le monde, quoi, tu vois. Et puis au final, de fil en aiguille, je regardais un peu, tu vois, qu'est-ce qui se faisait pas et tout. Et puis, je sais pas, j'avais cette envie de me lancer. Et puis les amis à côté qui disaient, ah, pourquoi tu fais pas ça, tu te lancerais pas, machin. Et j'attendais d'avoir une bonne idée, une chouette idée. Et j'étais tombé, je crois, sur une vidéo du Fossoyeur de film, qui est un très bon critique ciné, très sérieux, il fait ça très bien. Et je crois que c'est un des seuls d'ailleurs que j'avais contacté, qui m'avait répondu. Et je lui avais dit, tiens, comment tu fais pour les extraits de films et tout, le copyright et tout, ça se passe comment? Mais c'est vraiment une bouteille à la mer, quoi. J'existais pas du tout, quoi. Et il m'a répondu. Il m'a dit, écoute, court extrait. Ne te lance jamais. Je suis le seul, c'est mon business. Non, il a été super cool. Il m'a dit, écoute, voilà, message bref mais efficace. Et puis c'est parti comme ça. Je me suis lancé, j'ai fait un épisode, un deuxième, un troisième, et puis crescendo, c'est monté comme ça, quoi. Tu peux revenir sur le premier quand même? Le premier que tu uploads, tu vois comment... Ah ouais, comment ça se passe? Écoute, je fais un premier essai.
vraiment à l'arrache, je tourne en slibard, je fais une scène, un truc, et j'essaye. En slibard. En slibard. Ouais. J'essaye un truc très simple et tout, et je me dis, bon, qu'est-ce que t'en dis? Je montre à ma copine, à 2-3 amis et tout. Ah ouais, c'est cool, ok, c'est cool, mais j'étais pas aussi à l'aise devant la caméra, évidemment, tu vois. Donc ouais, ok, et je tourne mon premier épisode en entier. Je fais tous les montages, et d'ailleurs c'est marrant parce que quand tu regardes le premier et le dernier que j'ai fait, tu te rends compte qu'au montage, il y a beaucoup plus de vannes. Parce qu'en fait, je croyais à mes interventions évidemment, tu vois, mes sketchs, etc. Mais je me disais en fait, je vais mettre le maximum, je vais faire des vannes de dingue, des vannes de montage, des petits textes, des trucs. Vraiment, il n'y avait jamais 5 à 10 secondes de film sans gag. Parce qu'en fait, je maximisais à mort, quoi, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est vachement différent. Je crois que sur les montages, les passages de films, il y a une petite annotation, de temps en temps, il y a un petit montage, mais c'est très léger, c'est vraiment basé à fond sur les sketchs, etc. Tu vois. Donc la formule, elle a un petit peu changé. Mais quand je l'ai posté, écoute, en fait, pour la faire connaître, tu es obligé de la partager sur Facebook. Facebook, c'est tes amis et tout. Tu es là, ok, tu t'exposes de dingue parce que autant, ouais, je faisais rire mes potes, mais j'étais pas non plus le gars extravagant où tout le monde se dit, waouh, lui c'est une star, c'est sûr, lui c'est une star. Ils se rangeront au haut de l'affiche. Oui, c'est ça. Toi, tu le savais, mais les gens ne faisaient pas encore le pari, quoi. Ouais. Clairement, j'avais pas ce profil-là, tu vois. Ouais. Et donc ça fait bizarre, et donc il faut oser balancer la première et tout. Et puis en fait, les gens, globalement, ah ouais, c'est cool, ça partage, c'est bienveillant. C'est là que tu te remercies d'avoir une communauté d'amis de 300 amis, mais bien sélectionnés, plutôt qu'à l'époque des mecs qui avaient 1500 personnes, qui ne connaissaient pas, machin, avec des connards qui peuvent laisser te mettre mal dès le début, tu vois. Et là, franchement, ça s'est super bien passé. Et ça a continué comme ça, quoi, crescendo, dans la joie et la bonne humeur, quoi. Ok. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais c'était en 2017, donc j'avais 25 ans. Ok, 25 ans. Ouais. Et c'était déjà trop tard d'ailleurs, pour moi à l'époque de me lancer. On me disait, YouTube c'est fini. Ah ouais? YouTube c'est terminé. YouTube, dans 2 ans c'est fini. Tout le monde a déjà fait le truc, les podcasts, ça existe déjà, c'est fait, refait. Et on attendait un peu le nouveau réseau, machin. Et donc déjà à l'époque, de 1, c'était vraiment peu de chances de sortir du lot. Et 2, je me souviens que mais ça c'est 2 ans et demi plus tard, quand j'ai quitté mon boulot, parce qu'entre-temps j'ai eu 2 boulots différents, enfin un gros boulot, où en gros en fait c'était le pire moment parce que il y avait plein de problèmes de copyright, il y avait la politique YouTube, c'était très bizarre pour se lancer vraiment et gagner sa vie, c'était compliqué, c'était risqué quoi. Et du coup c'était pile à ce moment-là où j'ai quitté mon taf et c'était les mêmes discussions quoi, c'était ouais, courageux de quitter ton boulot là maintenant. Mon père, ma mère, pas tout à fait serein quand j'ai quitté mon taf, tu vois. Mais ouais, ça a payé, heureusement. Ok, mais du coup, je crois que tu as commencé YouTube et puis seulement tu as commencé à bosser. Alors c'était plus ou moins en même temps. En fait, quand j'ai quitté l'école, j'ai taffé 1 an et demi à la Fnac, je crois. Et puis, je suis parti 1 an à l'étranger. Et en revenant, je crois que j'ai fait 5-6 mois de recherche marketing. Bon là maintenant, je trouve un truc dans le marketing, un truc vraiment qui me plaît de dingue, dans la créa et tout. Je suis pas bilingue, je suis très mauvais en néerlandais. Okay. Et ça m'a pas ouvert des portes pour un bal. Vraiment au contraire, tu vois. Très compliqué. Et puis en fait, je crois que j'ai commencé d'abord à me pencher du coup plus sur YouTube. Et c'est quand j'ai commencé que je crois 2 ou 3 mois après, là j'ai trouvé un taf à la banque, un collègue qui travaillait là qui m'a dit mais attends, franchement si tu veux combiner les deux, les horaires, tu peux te le permettre et tout. Okay. Ça a commencé comme ça quoi. Et à ce moment-là, ta chaîne Entre Moi, elle avait atteint quelque chose ou bien Bonne question, franchement, il faudrait que je regarde, mais je crois que la première, je m'étais fixé comme objectif en 1 an. J'aimerais avoir, je sais plus combien, j'étais parti en vrille, j'avais dit en 1 an je vais avoir 1 million d'abonnés, je crois. Ah ouais? J'étais parti loin, tu vois. Un jeune homme ambitieux? Oui, ambitieux. Mais j'étais très loin. Et je crois que je m'étais dit, en fait, si après 1 an ou après 1 an et demi, j'ai pas ça, je sais que ça n'ira pas, tu vois. Ok. Et en fait, je crois qu'après 1 an, j'ai peut-être eu soit 100 000, soit 250 000 abonnés, quelque chose comme ça. Très loin du compte, mais bon voilà, à la fin, tu te poses quand même, tu te dis, c'est quand même pas mal, c'est quand même sympa. Et puis je commençais à avoir des contacts, des gens qui me disaient, attends, mais tu te rends pas compte, ton nombre de vues faisait quasiment le double de mon nombre d'abonnés en fait. Et ça, pour eux, c'est un signe incroyable. En fait, tu as un potentiel d'expansion incroyable, il faut vraiment que tu continues et tout. Et en fait, c'est comme ça que ça a continué. J'ai gardé le cap, j'ai gardé mon taf jusqu'à ce que j'arrive à un moment où financièrement, je pouvais quitter mon taf à la banque.
Et puis c'est parti comme ça, quoi. Mais vraiment, j'avais vraiment pas 1 million après 1 an, quoi. Et c'était quoi les discussions je sais pas si tu étais déjà avec, t'étais avec quelqu'un ou pas, Ouais. mais c'est quoi les discussions à ce moment-là quand tu dis ok, je sens que ça démarre, mais je me dis qu'il y a quand même une part de risque. Tu vois, Ouais. c'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là et celui de tes proches à ce moment-là? Au moment où je voulais quitter mon taf, Yes, c'est ça? yes. Je crois que, en fait, déjà, moi, c'était particulier parce que quand je suis rentré à la banque, comme je m'étais dit YouTube, ça va fonctionner, bah, je m'étais dit, en fait, oui, bah, je reste là, mais je vais pas monter en grade, ça m'intéresse pas. Service minimum, C'est ça, je fais caché mon dans le taf, couloir. me dérangez pas trop. Mon boss, ça me faisait marrer parce qu'avant que je parte, tu sais, c'est toujours, bon, bah, allez, ça fait autant de temps que tu es là, ça te dirait de te diriger vers l'invest, tu vois, prendre un peu de responsabilité et tout. Ouais, mais Non, je suis bien, moi, ici. Je suis bien, tu sais, moi, ici. les promotions. Non, c'est pas Ouais, non. Mais franchement, c'était ça. Et c'était très particulier parce que tu refusais et clairement, tu passais pour un mec pas du tout ambitieux dans la boîte. Mais voilà, je savais, j'étais sur le point de partir. Et du coup, quand je suis arrivé au moment où je suis parti, j'ai pas fait les choses non plus trop freestyle parce que j'ai attendu d'avoir un salaire équivalent en fait. Donc en fait, quand j'ai quitté la banque, je gagnais plus déjà sur YouTube. Donc en fait, il n'y avait pas ce truc de quand même vivre avec 500 ou 1000 euros par mois, c'est chaud et tout. Ouais. Non, c'était raisonnable. Ouais. Je pouvais vivre, j'avais le même train de vie et ça avait pas. C'était juste évidemment pour l'avenir parce que t'as pas de salaire fixe, t'as rien. Demain, tu fais pas de vidéo pendant 1 mois. Forcément, tu as beaucoup moins de sous ce mois-là, quoi. Donc. Mais moi j'ai toujours été entouré, heureusement, de bonnes personnes qui croyaient en moi, qui ont toujours été très bienveillants, et ça vraiment c'est hyper important. Mes parents, évidemment, c'est normal, toujours un peu plus conservateurs, mais c'est quand même un CDI et tout. C'est qui machin. Monsieur YouTube déjà? C'est tu qui vois Monsieur YouTube, vraiment compliqué pour eux, c'était pas vraiment un métier, tu vois, même encore aujourd'hui. Bon, ils voient que je m'en sors bien, donc forcément, ils sont forcés de constater que ça l'est, tu vois. Ils disent quoi leurs voisins? Quand leurs voisins leur demandent qu'est-ce que tu fais, ils disent non, il est banquier ou non, il est. Aujourd'hui? Oui. Non, alors banquier, ça c'est clairement terminé. Ouais. Mais je crois qu'à mon avis, ils doivent, franchement, quand les voisins demandent. Alors, soit ils ont de la chance et les enfants ou eux-mêmes savent Alors que je là, suis sur YouTube. ils jouent la Alors carte à fond. là, c'est trop bien. Ouais. Là, c'est trop bien. Soit ils connaissent pas du tout et franchement je sais même pas ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils disent ouais il est artiste, ouais il est comédien, peut-être, je sais même pas, mais je crois qu'ils ont plutôt du côté de ma mère comme elle est enseignante avec les enfants et tout, il y a déjà eu souvent des en fait vous êtes la maman de Matt fait des films et tout, donc il y a souvent eu même les collègues, les parents et tout, donc en fait je crois que elle-même elle s'est dit ouais, c'est quand même chouette, hein, quand même. Et tu fais parfois la petite visite, tu vas voir ta maman à l'école juste pour un peu, tu vois. On en a déjà parlé, Ouais. mais je l'ai jamais fait vraiment concrètement, mais on en a déjà parlé en disant ah, ce serait bien en fin d'année, tu sais, pour les enfants, ça peut leur faire plaisir et tout. Juste pour qu'elle soit la star, tu vois, de ton Ouais, école, mais c'est tu ça, vois, tu tu lui vois. on renvoie sa maman, voilà. Mais tu rigoles, mais l'année dernière, c'était l'anniversaire d'un de ses élèves, et du coup pour lui faire plaisir, tu vois. Du coup, en fait, elle m'a appelé, et je lui ai souhaité bon anniversaire, c'était la meilleure soirée de sa vie et tout. Elle, évidemment, c'était la prof de l'année, tu vois, donc... Elle a facturé ou c'était pas? énorme. Elle avait un financeur. Moi, je l'ai facturé. Il dit, écoute, maman, je veux bien, mais business, c'est du business. Voilà ma facture. Tu connais mon taux. Tu connais mon taux. Bon. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Ok. Et du coup, une dernière chose, c'est que donc à un moment donné, tu t'es fixé un objectif, tu t'es dit 1 million en 1 an. Ouais. Est-ce que tu avais établi une stratégie concrète ou alors tu t'étais dit j'y vais comme ça? Ma seule stratégie, c'était de m'assurer que la vidéo, quand tu la regardes, elle ne soit pas bancale esthétiquement. Que je ne sois pas là avec on ne m'entend pas, on ne me voit pas. Je te dis, au début, je tournais avec la lumière du jour parce que c'est ce qu'on me conseillait quand on n'avait pas de lumière, tu vois. Ce qui m'est arrivé, parfois, je commence avec une certaine luminosité, je finis avec une autre. Donc, il doit y avoir quelques vidéos comme ça au début. Mais par contre, le son, il est tellement plus important que ça, vraiment, je me suis assuré d'avoir, en plus d'une caméra qui filmait en Full HD, d'avoir un micro qui m'entend bien, où je suis audible. Et franchement, si on t'entend bien et tout, t'as 80% du taf qui est fait. Derrière, je taffais les épisodes du mieux que je pouvais. Et surtout, j'avais instauré ce rendez-vous en fait assez tôt d'une vidéo toutes les 2 semaines. Et au final, en fait, je me rends compte que ça m'a quand même pas mal aidé parce que les gens avaient vraiment ce rendez-vous, tu vois, comme tu peux l'avoir avec le vendredi soir, avec je ne sais quelle émission.
Et ça, ouais, c'était une constante et j'ai pas eu vraiment de pic où à un moment donné j'ai percé. Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Toujours été crescendo. Quand tu regardes la courbe de départ, c'est vraiment crescendo, quoi. Donc il a fallu garder, tu vois, de se dire, ouais, mais est-ce qu'à un moment je vais rentrer dans ce club du million, tu vois? Est-ce qu'à un moment je vais être accueilli, tu vois? Mais c'est con parce qu'en soi, un million, ça veut rien dire. C'est juste c'est un goal, quoi. C'est un goal que tu te fixes quand tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu taffes, quelles sont tes ambitions, que de juste faire des épisodes. C'est non, en fait, je veux toucher autant de gens. Je veux que, voilà, il y ait autant de gens qui regardent ce que je fais et tout. Et puis ouais, c'est ça je crois que c'est la fréquence, ça m'a beaucoup aidé. Tu te rappelles de ce jour-là où tu as atteint le Ouais. million? Je m'en souviens très bien. J'étais dans un bar à tapas. Ok. Et on est passé comme ça, tu vois, tu regardes le téléphone et tu vois les 999 000, machin. Et puis t'es passé au million. Bon, bah voilà, j'ai un million. Une petite sangria, s'il vous plaît, une petite sangria. Et en fait, c'est marrant parce que c'est drôle, c'est comme je disais, c'est un chiffre, quoi. Une fois que tu l'as passé, ben, tu vois 1,1 million, 1,2 million, 1,3 million, bah, t'es content, mais ouais, c'est un chiffre, quoi. Ta vie n'a pas changé, t'es pas passé dans une catégorie de visibilité supplémentaire où en fait YouTube a pris le nouveau gars d'1 million et t'a mis dans une nouvelle bulle incroyable. Ça change rien, vraiment ça change rien. Ouais, je vois. Ok, top. Merci. Et du coup, maintenant on va parler un peu de tout ce qui est au niveau production de vidéos, très concrètement. On va essayer de donner des outils. On va quand même revenir un peu en arrière sur la vidéo dont on a parlé, parce que moi, j'avoue que je connais Matt aujourd'hui, avec cette image incroyable, ces lumières, ce son parfait, mais qui a toujours des parfaits, mais vraiment et tout. Et j'avoue que je suis un peu curieux de revoir. D'abord, est-ce que, quand une startup sort son site, on dit toujours que c'est normal qu'elle ait honte de le sortir, vaut mieux qu'elle ait honte mais qu'elle le sorte, que tu vois, qu'elle bosse 2 ans dessus Ouais. et qu'il sorte jamais, donc il n'y ait pas de truc. Ouais. Toi, ton feeling par rapport à tes premières vidéos, c'est quoi? Franchement, j'ai pas de honte, en vrai, parce que je trouve que, allez, tu vois, l'image, globalement, ça va, le son, il est bon, etc. Mais c'est juste dans la manière, tu vois, dans la manière de parler. J'avais encore les bretelles à l'époque. Ça faisait partie de mon personnage, tu vois. Je m'étais dit, tiens, en fait, il n'y a personne qui porte des bretelles, je vais porter des bretelles, tu vois. Je m'étais inventé un perso et tout. Attends, j'ai fait du marketing, hein, quand même, hein. Et j'avais vraiment mis les bretelles, je m'étais dit, vas-y, ça fait un personnage. Trop tu vois. marrant. Et ouais, non, mais franchement, non, je suis fier de cette vidéo, franchement. Hier, j'ai maté un film et c'était plutôt pas mal. Bon, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah mais je connais ce film, ça me dit quelque chose. Ça ressemble au Père Noël est une ordure, mais version américaine, quoi, c'est ça. Non mais j'adore ce film, mais le problème c'est que il a tendance à ressortir chaque année, tu vois. Ce qui est très marrant, c'est que ça a 5 ans, ça? C'est il y a 5 ans, non, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ouais. Ton style a bien sûr hyper évolué, mais ta personnalité, elle est déjà là, quoi. On sent, il y a quelque chose, hein. Il y a la base est là, ouais. Oui. Et par exemple, à l'époque, monter cette vidéo, c'était quoi? Le temps que ça prenait? Ouais, temps de travail. Ah, franchement, là, je me souviens plus. À ce moment-là, ça devait me prendre facilement 4 à 5, bah, allez, 4 à 5 jours, ouais, je pense. Et tu revenais dessus sans cesse, tu vois, là aussi, tu dis, oui. bon, là c'est bon. Comment tu arrives à te dire, là c'est bon, je balance? Aujourd'hui, c'est hyper différent. À l'époque, vraiment, je repassais plusieurs fois, je faisais rajouter des gags à gogo, donc forcément, ça me prenait un temps fou. Mais c'était en fait, là, à cette époque-là, c'était limite sur 2 semaines. Une semaine où j'écris, je tourne, l'autre semaine, full montage, du lundi au vendredi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je fais un MSF, donc un épisode en 5 jours, où le lundi, le mardi et le mercredi, c'est écrire et tourner. Et j'ai 2 jours après où je monte la vidéo, en fait. Le jeudi et le vendredi. Donc, du lundi au mercredi, j'écris, je tourne, et jeudi, vendredi, je monte. Mais Tu t'es devenu quoi, meilleur monteur? Ou c'est plus simple parce que c'est mieux écrit? Qu'est-ce qui t'a fait gagner autant de temps? Alors, de 1, je crois que je suis devenu meilleur monteur au fur et à mesure. J'allais plus vite, etc. Et puis, il y a des techniques de montage, au final, tu vois, quand tu tournes, je sais pas moi, je vais dire 50 gigas de rush, quand tu le mets après dans ton montage, moi, il y a toujours un truc très particulier, c'est que quand je répète une réplique, c'est toujours soit la première qui est bonne, soit l'avant-dernière ou la dernière. Tout ce qui est au milieu, c'est à jeter, tu vois. Ok. Et donc, en fait, quand je vois, si tu veux, comment on appelle ça, tu vois, les fluctuations d'audio, je regarde toujours le début. Dès que je vois que ça recommence, je zappe, je vais à la fin, je regarde, et en fait, tu vois, je vais beaucoup plus vite comme ça, tu vois. Et c'est venu petit à petit, et donc maintenant, ouais, ça me prend 2 jours pour tout monter, mais je fais moins de gags aussi, c'est un truc qui me plaît moins.
Le montage, ça commence un peu à me gaver aussi, tu vois. Donc clairement, je vais droit au but, je mise à fond sur les vannes, le sketch, etc. Et le montage, c'est vraiment juste un enchaînement logique de ce que j'ai déjà prévu de faire. Là, je vais bosser avec un monteur qui va reprendre la suite, etc. Donc, Alors ça, vraiment, on en parle parce qu'on n'a pas fait l'intro, mais on est déjà dans la partie 2. Peut-être qu'on l'aura fait, qu'on coupera ça alors. Mais là, on va maintenant parler, en effet, c'est quoi produire pour toi aujourd'hui? À quoi ça ressemble une semaine? Tu nous as dit cette semaine-là. Mais donc, il y a un grand step que tu vas faire là maintenant. Tu as monté pendant 7 ans toutes tes vidéos. Ouais. Et c'est quelqu'un d'autre qui va le faire maintenant. Alors, pourquoi? Est-ce que ça n'a pas été facile pour toi de faire ce choix-là? Et voilà, pourquoi c'est compliqué de donner à quelqu'un d'autre ce travail-là? pour moi, ça a été très compliqué parce que pour moi, en fait, le montage, comme je faisais beaucoup de blagues dans le montage, ça a toujours été, j'ai toujours considéré que ça faisait partie de ma patte, tu vois. Et donc du coup, en fait, ça n'avait pas de sens que de le donner à quelqu'un d'autre, ça faisait partie du boulot. Mais il y a un moment où, en fait, tu vois, comme je l'expliquais, au final, le montage, il y avait presque plus de créativité dans la partie vraiment montage, tu vois. Mais ce qui me faisait peur, c'est que j'ai un rythme qui est assez particulier et vraiment, si tu te foires de quelques images de trop, dans la blague, c'est pas drôle, quoi. Un petit blanc en trop, etc., ça, je le vois tout de suite. Il faut vraiment que ça soit un bon rythme et tout. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Ok. Et du coup, j'ai gardé ça pendant longtemps. Je me suis dit, non, mais un monteur, va falloir que je prenne le temps pour lui expliquer et tout. Je vais perdre du temps et tout. Et puis, j'avais fait un essai avec un monteur. Très sympa, très cool, il avait le rythme et tout. Mais au niveau de l'esthétique, ça n'allait pas, on n'avait pas les mêmes goûts. Voilà, on a travaillé sur d'autres choses, mais plus sur ça. Et là, maintenant, j'ai vraiment trouvé un gars qui est en fait un monteur professionnel, qui n'est pas trop sur YouTube, mais qui a le rythme, qui a un bon sens de l'esthétisme, qui a beaucoup plus de compétences que moi en motion, en VFX, machin, et qui va vraiment prendre la relève. Et c'est que maintenant, quoi. Après 7 ans de boulot, alors que j'ai plein de collègues où ça fait des années, ils ont 2 monteurs, 3 monteurs. Il y en a qui se cassent, il y en a qui reviennent. Enfin, voilà. Pendant 7 ans, ouais. tu as monté toutes tes vidéos? Ouais. Après, ouais. Et là, quand donc, la nouvelle personne arrive, est-ce que tu étais la belle-mère horrible? Oh, mais non, mais ça, pas comme ça, tu comprends pas, mise à cette image-là. Enfin, tu vois, vu que c'était ton truc, où tu as réussi à lâcher alors moi, je crois que j'étais horrible pour l'ancien monteur. Ok. Je crois que j'ai été horrible parce que. Pas. Voilà, c'est ça. Et puis, horrible parce que je suis hyper pointilleux, quoi. Alors, je lui fais un rapport 0,019 secondes. Raccourci juste après. Enfin, c'est des trucs, vraiment, lui, il a dû se dire, mais les gens ne vont pas voir ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Et vraiment, c'était des rapports horribles. Et puis, moi, comme j'avais comme je fais tout dans la semaine, je ne l'ai vraiment pas aidé parce que je lui ai envoyé les trucs tard, dans un timing pété, parce que moi, évidemment qu'il allait mettre plus de temps. C'était évident qu'il allait mettre plus de temps, mais voilà, moi je lui ai envoyé ça, il avait un timing vraiment difficile, et moi j'étais hyper exigeant derrière, et c'était, voilà, bref, c'était pas vraiment, moi je l'ai pas mis vraiment dans des bonnes conditions. Et maintenant, là, c'est complètement différent, on prend le temps, je tourne plus tôt, je lui envoie les trucs plus tôt, donc c'est moi qui, en fait, pendant la partie écolage, on va dire ça comme ça, c'est moi qui prends plus de temps en amont, qui fait les choses plus tôt, qui fait tout plus tôt pour pouvoir lui envoyer et lui laisser plus de temps, et que le rythme soit pris, et en espérant que ça marche à long terme, quoi. Yes. Donc ça fait combien de temps alors que tu as commencé avec lui? C'est tout récent, franchement c'est tout récent. Là on va faire à peine notre première ensemble vidéo, elle va arriver prochainement, quoi. Donc c'est vraiment tout récent, quoi. J'ai fait un long écrémage, machin. Si tu me regardes, Merci. non mais je compte sur toi, Et si tu as délégué ça, c'est parce que le montage ça te gave ou dans un souci d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses? Les deux. De un, ça me gave. Ok. Et de deux, j'aimerais bien avoir les 2-3 jours de montage que je vais dégager. Ça va me permettre de réfléchir à d'autres idées, planifier un scénario d'une autre vidéo, tu vois. Ça va me faire gagner un temps fou. Et puis, surtout quand je vais réaliser d'autres vidéos, soit je me connais, soit si c'est un tout nouveau concept, je vais vouloir le créer moi-même, et puis après que lui le reprenne, etc. Soit en fait, plus facile, je décide de ne pas m'engager dans des nouvelles créas que je fais moi-même, et je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai ça en tête, c'est tourné, c'est dans la boîte, il n'y a pas de date pour la sortie de cette vidéo parce que c'est un nouveau concept, vas-y, monte-la et on fait un truc, on voit ce que ça donne, et c'est toi qui as les cartes en main directement, quoi. Et quand vraiment sur le processus de création, quand tu disais, donc j'écris le lundi, ça veut dire que les idées, tu les trouves le lundi, ou il y a autre chose? Comment tu fais pour aussi avoir voilà, toute la partie qui est de l'idée aussi de la vidéo
Et comment tu fais pour combattre cette page blanche, elle existe Alors moi, par rapport à d'autres youtubeurs qui doivent vraiment démarrer de zéro, tu vois, vraiment des sketchs purs et durs, l'avantage c'est que j'ai un support, c'est le film. Et clairement, moi j'ai toujours eu un humour qui est un peu plus sur la réaction, tu vois. Et donc du coup, le fait d'avoir un film, pour moi c'était l'idéal parce que, en fait, quand je regarde le film, je prends des notes avec mon téléphone et je dis ok, à 57 minutes, jeu bizarre, phrase bizarre, il y a ça à l'écran qui est bizarre, machin. Je me fais toutes des notes. Et puis le lundi matin, en général je regarde le film le dimanche soir, le lundi matin, je commence mon scénario avec, tu vois, un déroulé, machin, j'essaie de trouver des vannes en fonction de ce que j'ai noté. Et le mardi matin, je me relis, V2 du script, version définitive. Et en général, l'après-midi, je tourne une première partie. Tu sais, j'ai toujours une partie assise où je raconte l'histoire et une partie debout où je fais les sketchs. Ouais. Je tourne d'abord la partie assise. S'il y a un partenariat, par exemple, je le tourne aussi à ce moment-là parce que je dois envoyer des versions aux clients, machin. Et puis, le mercredi, partie debout, tout le reste. Parce que là, c'est plus de temps, il y a les déguisements et tout. Et jeudi, vendredi, là, c'est montage, quoi. Et cette routine, tu l'as trouvée tôt ? J'imagine que ça rassure d'avoir une routine aussi. Ouais. Comment c'est venu ça ? Écoute, avant, je prenais quasiment je vais pas dire que je prenais 2 semaines, mais je prenais au moins une bonne semaine et demie. Donc je la commençais genre le mercredi d'avant, de la semaine d'avant. Et au final, je sais pas, avec l'habitude, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait moyen de condenser ça en une semaine. Et je me suis dit, en fait, si je le condense en une semaine et que j'y arrive, je peux me dire, ok, si mercredi soir, j'ai fini de tourner, je suis dans les clous. Si jeudi, je me lève et qu'il me reste des trucs à tourner, je sais que je vais devoir gazer sur le montage, mais au moins, effectivement, ça me donne, tu vois, des repères. C'est venu, je dirais, il y a 3 ans, plus ou moins, où là, j'ai eu mon cadre clair. Et en fait, ce que j'ai fait pendant des années maintenant, c'est une semaine full MSF, il faut me parler de rien d'autre. Et l'autre semaine, là, on prend des rendez-vous, on discute de projets, d'autres projets. Ouais. S'il y a des courts-métrages, des trucs d'écriture et tout, c'est cette semaine-là, quoi. Et donc, c'est vraiment scindé, organisé comme ça, quoi. Et après tout ce temps, le film du dimanche soir, tu le regardes avec plaisir ou parfois je dois me taper l'âge de glace, je dois me taper, tu vois Ouais, franchement, en général, je passe toujours un bon moment. Okay. Mais je t'avoue que parfois, quand je tombe sur un film et je me dis, je le connais, mais bon, il faut le regarder, et que je vois que ça dure 3 heures, là, vraiment, c'est difficile, parce que je mets des pauses tout le temps, et le film, il dure 3 heures, mais moi, je perds 4h30 de ma soirée, tu vois. En fait, tu ne le regardes pas en famille, ce film, c'est pas le film de famille dimanche soir. Ah non, mais il ne faut pas regarder avec moi. Hein. Ah, vraiment, c'est pas enjaillant pour personne, je fais des pauses tout le temps, machin, c'est chiant. Donc, je regarde vraiment ça seul, machin, pendant 3 heures. Quand c'est un peu long, c'est un peu chiant. Ou vraiment, c'est assez rare que je passe un mauvais moment devant un film. Je crois qu'il y a vraiment un film qui m'avait saoulé à l'époque. Je vais peut-être faire des déçus, mais c'était Charlie et la chocolaterie, ça m'avait gavé. Vraiment pas fan de ce film. Il y a des déçus peut-être. Il y a un nouveau qui arrive. Hein, ouais, avec Chalamet, Timothée, ouais, je vois. Chalamet. Salamèche. Non, je sais pas. ça aurait pu. Ça marchait bien, on est parti sur ouais, ok. Chalamet, ok. Chalamet. Timothée Chalamet. Chalamet, ok. Et donc déjà, tu as dit le micro, tu m'avais dit quand tu es venu à une formation chez nous que c'était le micro le plus important. Comment est-ce que tu as upgradé ton setup, tu vois, où tu t'es dit, ok, là maintenant, c'est fini le Full HD, c'est du 4K, maintenant il faut que les noms comme ça, tu vois, quand est-ce que… Pour le 4K, pour la petite anecdote, je suis toujours pas en 4K. Okay. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça me prend une place de dingue et ça me rendait moins efficace. Et surtout dans cette optique, je me disais, pour l'avenir, après, si j'ai un monteur… Comme mon audience principale elle est en France, souvent les candidats sont français. Et donc en Belgique, on a une vitesse d'upload qui est vraiment nulle. Ouais. Vraiment nulle par rapport à la France. Et donc du coup, une semaine d'upload. Ouais, c'est ça. Franchement, rien qu'avec je crois que je dois avoir 40 gigas en moyenne, tu vois. Rien que 40 gigas à envoyer, c'est hyper lent. Alors je me disais, attends, si je fais du 4K, tu doubles le truc, laisse tomber. Donc j'ai jamais fait du 4K, mais sinon, mon micro, ça a souvent été le même pendant, franchement, 3-4 ans, ça a toujours été le même. Un Zoom H2N, je crois. Et ma caméra, par contre, là, je crois que je changeais tous les 2 ans, plus ou moins. Donc en tout, j'ai eu 3 caméras, plus ou moins. Tu as des nouveaux décors aussi. Ouais. Ça, c'est quoi? Il faut changer régulièrement? C'est toi, au moment où t'en as marre, tu as envie de changer? Comment ça se… Le premier décor, c'était celui qui était dans la chambre de la maison de mes parents, où là, ça s'est upgradé petit à petit, tu vois. C'était un mur blanc au départ, puis après, voilà, quelques décos, puis les lumières sont venues, machin. Et puis, quand j'ai déménagé, là, j'ai fait un premier décor
c'était aussi pareil, plus ou moins à chaque fois que je changeais de caméra en fait. Je crois que j'ai dû avoir 3 décors, je crois en tout. Mais disons qu'en fait, j'essaye de le faire quand c'est une nouvelle saison, tu vois. Parfois, je garde 2 années un décor et puis je me dis, ouais, ce serait quand même sympa. Comme j'ai le même concept qui fonctionne toujours autant, mais ça fait quand même 7 ans que c'est ce concept-là, je me dis, allez, c'est quand même sympa pour les gens de changer, d'avoir un autre truc, un petit peu de changement, ça fait toujours du bien. Comme je parviens pas en fait à changer, à améliorer ce concept parce qu'il est, il est bien comme ça, en fait, les gens l'adorent comme ça, donc il est déjà abouti, donc tant qu'à pas pouvoir changer des choses là-dessus, autant changer alors le décor et c'est comme ça que ça marche quoi. Justement, ce concept il marche très bien depuis 7 ans. Est-ce que tu n'es pas prisonnier de ce concept? Et comment tu le vois toi? C'est une bonne question, je pense que prisonnier, j'aime pas trop le mot parce que forcément ça peut faire un peu peur, mais c'est sûr que en fait mon concept c'est une niche et ça j'ai mis j'ai mis un peu de temps à l'accepter que c'était une niche parce que pour moi je me disais mais attends le cinéma c'est pas tout le monde, à quel moment c'est une niche tu vois. Mais c'est une niche parce que les gens qui vont regarder ça, même si ça peut être monsieur et madame tout le monde, ceux qui vont regarder c'est ceux qui adorent le cinoche, qui adorent la pop culture, machin. C'est un certain public en fait, même s'il est assez large, ça reste donc une niche. Et en fait, à chaque fois que j'avais un nouveau concept, j'essayais toujours d'avoir un lien avec le cinéma, tu vois. Même si moi, en fait, c'était un prétexte, le cinéma au départ, parce que c'était l'humour que je voulais faire, c'était jouer, tu vois. En fait, je cherchais toujours un lien avec le cinéma. Et c'est marrant parce que même un nouveau concept qui a bien fonctionné aussi, qui est un concept sur les histoires d'horreur, etc. Mais c'est réel. C'est ça, un truc qui fonctionne bien sur YouTube. Tout ce qui est horreur, je m'étais dit, j'ai eu la même réflexion, je me suis dit, ouais, mais en fait, il faut que j'intéresse la communauté qui est là pour les épisodes de parodie, donc comment je peux faire? Et en fait, les histoires étaient basées, c'est des histoires qui ont inspiré des films d'horreur, tu vois. Donc il y a toujours cette espèce de lien de ciné qui tourne autour. Et par exemple, cette année, je sais que je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, est-ce que je pourrais pas réfléchir à des concepts sans me mettre forcément cette barrière de cinéma, même si quelque part elle me sert aussi en fait, parce que c'est un repère pour moi où je me dis, si je sais pas où je vais, au moins j'ai le ciné. Qu'est-ce que tu peux imaginer autour du cinéma, tu vois? Des trucs horreur, des parodies. Ok, il y a peut-être moyen d'aller alors, peut-être je sais pas moi, j'invente unboxing de produits d'objets pop culture ou je les utilise, je sais pas ce que j'en fais. Des idées comme ça où voilà, tu vois, ça touche un peu à tout, mais effectivement le cinéma, ça reste quand même très identifié à moi, quoi. Et donc cette année, tu veux lancer des nouveaux formats alors? C'est l'idée. En vrai, l'idée, c'est j'aimerais bien du coup m'assurer que le monteur ait bien ça en main pour que je puisse me dire, ok, ça c'est tranquille. Oui. Maintenant, je réfléchis à des nouveaux concepts et moi j'ai beaucoup de mal à me lancer tant que je ne suis pas convaincu par le concept. J'ai vraiment plein de projets de concepts qui sont restés au fond de mes tiroirs parce que j'ai toujours cette crainte de, en fait, je vais lancer, ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas convaincu ou parce que j'ai un doute. Et pour toi, t'es pas à l'aise, tu le fais, tu veux faire 10 épisodes ou tu es à l'aise de dire j'y crois, mais j'en fais un et je vois comment la communauté réagit, ou toi tu as envie justement d'être convaincu que ça va pouvoir en faire 10 C'est quoi le danger? Imagine tu fais une vidéo, c'est un concept, ça marche pas. Ouais. C'est très pénalisant pour ta chaîne, c'est impactant de ouf ou bien? En fait, ils ont toujours, après avoir discuté avec des gens, de nouveau des collègues, des gens de chez YouTube, etc., quand tu veux lancer un nouveau truc, il faut toujours lancer au moins 3 épisodes pour laisser le temps aux gens qui disent « Ah ouais, c'est ça qu'il a sorti alors l'épisode d'avant, donc en fait c'est une nouvelle série, en fait, je vais regarder, que les gens se disent c'est pas juste un one-shot, voilà. » Et c'est on va dire le minimum de vidéos que tu es censé lancer pour vraiment prendre la température. Mais c'est vrai que quand tu lances un épisode et que tu vois que ça marche pas, tu es tenté de te dire est-ce que j'ai vraiment alors envie de plomber encore, emmerder mon audience avec ça qui n'a pas envie de le voir. Et c'est toujours un peu ça qui est difficile. Et je crois que le risque, je pense pas vraiment qu'il y ait de risque du moment que tu continues à poster ce que les gens aiment et ce pourquoi ils sont là à la base. Mais c'est vrai que il y a toujours ce risque de plomber, que les gens se disent ouais, c'était mieux avant, ou ça m'intéresse plus, je me désabonne ou machin. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce risque. C'est très dur, le Bouscapé, ils ont un JDR, donc une chaîne sur le rap, ils ont un JDR qui est une émission d'actu sur le rap. C'est le même présentateur depuis le début, qui est vraiment un mec qui fait ça très très bien. Il change de décor, il change un peu la formule,
mais ça fait 8 mois qu'ils se font insulter toutes les semaines. C'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et ça a évolué, peut-être un peu moins bien. J'en sais rien qu'avant c'était très serré, c'était 6 minutes et c'est un peu plus long. Mais ils ont pas, c'est pas musique classique, ils sont pas passés sur la pop culture. Putain, ça reste le rap, ça reste les mêmes gars, les mêmes punchlines et tout. Mais parfois, il y a des communautés qui ont tellement adoré quelque chose, elles n'ont pas le. Et je me dis que chez toi, même si on en parlera après avec Mehdi, je pense que ta communauté, elle est d'une bienveillance, en tout cas, ce qu'on peut lire là, incroyable. Les gens sont contents d'avoir découvert comme ça et ont envie de suivre. Ouais, mais c'est marrant, il y avait une interview justement du Palma Show. Qui ont fait, je crois qu'ils viennent à la base de la télé, mais ils sont quand même beaucoup connus sur YouTube et tout. C'est un peu les darons aussi de YouTube. Et ils racontaient justement quand ils ont sorti le concept Very Bad Blague, qui est devenu un concept qui a vraiment touché plein de gens, marqué plein de gens d'internet, une génération limite. Quand ils ont sorti ça, c'est ce qu'ils expliquaient en fait, c'était ah non mais c'est nul, oubliez, refaites ce que vous faisiez avant et tout. Donc vraiment aucun encouragement, mais ils étaient persuadés que c'était bien. Et en fait, le temps leur a donné raison, mais donc tu as parfois comme ça faut vraiment avoir confiance en soi ou alors vraiment s'enfermer dans sa bulle et se dire non mais de toute façon moi je kiffe ce que je fais donc let's go, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quoi. Les communautés parfois ça peut être dur. Très belle transition pour toi ça, non? Ouais, et d'ailleurs je vais rebondir sur... Donc maintenant on va plus parler du YouTube Game et tout, tu vois. Ouais. Et juste par rapport à ce que tu viens de dire là, je regardais, tu sais, McFly et Carlito ont lancé un podcast, La Table Ovale. Et ils avaient fait un épisode avec leur femme. Et à un moment donné, leur femme expliquait l'angoisse que ça créait chez eux, les vues. C'est-à-dire qu'ils postaient une vidéo sur Internet, et puis ils étaient... En fait, elles allaient voir discrètement un peu les statistiques, et elles savaient si elles allaient passer un horrible week-end ou si elles allaient passer un bon week-end, tu vois. Et c'est vrai que nous, on n'imagine pas, tu vois, quand on regarde la vidéo, on dit « Ah, elle est drôle, encore une vidéo, enfin, on aime bien ». On n'imagine pas l'angoisse, ça peut être, même pour des gens qui ont une communauté telle, tu vois. Je veux savoir, toi, c'était quoi ton rapport avec ça, avec les vues? Moi, maintenant, je suis franchement, avec ça, je suis assez cool. Avec en tout cas, le concept principal. Parce que ça, voilà, les 7 ans ont prouvé qu'en fait, voilà, peut-être qu'un jour ça va se planter, peut-être qu'un jour ça va chuter, il y a toujours ce risque-là. Mais en général, quand je poste la vidéo, je ne regarde pas les chiffres. Je prends 1 heure en général pour répondre aux premiers commentaires. Ah oui. Je prends 1 heure, je réagis, je prends la température et tout. Voilà. Et puis après, je laisse vivre la vidéo. Et je crois que je regarde le dimanche où est-ce qu'elle en est. Parce qu'en fait, on a un dashboard qui est vraiment hyper complet. Hyper complet, tu sais tout. Tu sais, parmi les 10 dernières sorties de vidéos, selon la courbe, tu vois, du temps et de nombre de vues, tu sais voir quelle est la courbe moyenne, où elle est par rapport à cette courbe moyenne pour l'instant ta vidéo. Tu sais voir si tu es 2e sur 10 ou 9e sur 10, etc. C'est très facile. Et donc ça, je regarde le dimanche en général. Je regarde de temps en temps si je suis aussi classé dans YouTube, Tendance France, machin, etc. Et c'est parfois dur parce que tu as des petits commentaires en fait de YouTube au-dessus de ça qui te disent « Bravo, votre vidéo fait les mêmes vues que d'habitude ». Et puis parfois c'est « Dommage, dommage, votre vidéo fait moins de vues que d'habitude. Peut-être que machin, machin, alors tu sais te renseigner, mais c'est horrible parce que c'est très chiffré. Et tu as du vert, quand tu vois du vert, là, c'est bien. Okay. Mais parfois tu vois du rouge et tu te dis « Ah ouais d'accord, c'est du rouge sur toutes les métriques, le nombre d'engagements, le nombre de vues et tout, selon le temps et tout. » Ça c'est vrai que ça peut être assez anxiogène. Moi je m'en suis débarrassé, mais je sais que… Et comment ? Franchement, je crois que c'est juste une question de lâcher prise par rapport à mon concept. Je crois que je me suis un peu rassuré. Je me suis dit, en fait, voilà, les gens kiffent, la communauté elle est là. Franchement, les chiffres ils sont toujours bons. Donc, je sais que si ça plaît moins, en fait, ce que je me dis, peut-être que je me rassure, c'est que je me dis qu'en fait, si elle marche moins bien, c'est parce que le film a moins parlé aux gens. Tu vois, les gens se disent, ouais, bon, en fait, le soldat. C'est pas moi, c'est le film. Ouais, c'est pas moi, c'est Spielberg. Voilà. Attends, faut trouver un moyen de se rassurer, quoi. Donc, voilà, les blagues sont toujours excellentes. Évidemment. Parce que nous, on a une mini-chaîne qui se lance, tu vois, sur l'entrepreneuriat et tout. Donc, on fait bien sûr, mais 1 million de fois moins que t'es vu, je veux dire. Hein. Mais moi, si elle performe bien à notre niveau, quoi. Oui. Qui serait pour toi l'échec de ta vie, je veux dire, tu vois. Eh ben, je suis hyper content. Si elle marche moins bien, mais ça me ouais, mais je comprends. Tu vois, je suis de mauvaise humeur, je suis pas content. Nous, on est fort sur le réseau LinkedIn aussi parce qu'on parle d'entreprise et tout ça et tout. Mais un post qui marche, très bien, une vidéo qui marche, je vais le sentir que je suis heureux, tu vois. Ouais, je comprends. Comme si j'avais on le sent. Petit héritage de ta taxe, je ne sais pas. J'ai un peu ça. Je vois. Pendant 2-3 jours, je suis
vraiment bien et tout. Et puis je me dis, ah, cette vidéo qui a bien marché, ça fait plaisir et tout. Alors que, tu vois, mais le contraire, j'ai découvert ça en lançant ce projet-ci. C'est être créateur, c'est aussi très dur, c'est très chouette, il y a plein de chouettes côtés. C'est chouette qu'on regarde tes vidéos, qu'on les commente, c'est chouette qu'on t'en parle et tout. Mais c'est aussi très, parfois dur de vivre ça. C'est un truc qui était parfois seul à porter. Je trouve c'est clair, c'est clair. Toi, tu as réussi à te défaire de ça Ouais, parce qu'en fait, je pense que j'ai eu la chance de, comme je disais, moi, ça a toujours été crescendo. Et je crois qu'en vrai, comme mes vues ont toujours été bonnes, et que ça a assez rapidement fait plus de vues que mon nombre d'abonnés, en fait, ça avait un côté très rassurant. Et je crois mais au début, j'étais pareil. Hein. Je crois que les 3-4 premières années, j'étais fort sur les chiffres. Et je me disais, ah ok, ça c'est cool. Ah putain, ça n'a pas marché. Pourquoi quoi, c'est le film qui est trop vieux ou c'est machin. Mais pourtant, c'est un classique, machin. Et bon, j'avais que ce concept-là. Donc en fait, tout ce que je pouvais me dire, c'est bon, ça n'a pas marché. Passons au prochain film. Okay. Et voyons ce qu'on fait, tu vois. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas vraiment de concept à proprement dit, ou qu'ils ont un concept vraiment très très vague et qu'en fait c'est une page blanche et qui doivent inventer vraiment un nouveau truc à chaque vidéo, là clairement je crois que ça peut être très dur parce que tu peux vraiment avoir un nouveau concept qui parle mais vraiment pas du tout alors que tu as kiffé le faire et puis un autre en fait tu te dis bon allez vas-y c'est drôle, vas-y faisons-le mais j'y crois pas trop et elle cartonne tu vois. Ouais. Là tu te dis ah putain en fait c'est ça que je veux faire tu vois. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile et je comprends le côté anxiogène parce que YouTube c'est vraiment très particulier. Tu as peu de gens dans ton entourage qui comprennent YouTube, qui comprennent dans le milieu dans lequel tu es. Et donc, ce n'est pas des gens avec qui tu sais facilement échanger tes problèmes, tes angoisses, tes machins. Et je comprends du coup McFly et Carlito, même si voilà, ils ont sans doute eu pas mal de copains avec qui en discuter. Mais moi, mes amis au début, c'était impossible qu'ils se mettent à ma place parce que YouTube c'était vraiment émergent, même si c'était connu, c'était pas encore un métier, même encore aujourd'hui, est-ce que être youtubeur c'est considéré comme un métier? Est-ce que tout le monde voit ça vraiment comme ne serait-ce que comme un média important et que du coup ils te considèrent, ou est-ce que pour eux tu es encore ce mec qui est dans la chambre avec une caméra et qui fait des proutes, tu vois, il y a vraiment, c'est compliqué d'avoir une légitimité quoi. Donc ouais. Je me suis un peu éloigné, mais en tout cas, les chiffres, c'est pas facile. Mais moi, là, ça va. Mais peut-être pas quand je lancerai des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, peut-être que je replongerai. Et là, tu diras, c'est le monteur, c'est pas le... Oh là là, c'est ça, évidemment. Okay. Et une autre donnée importante aussi, qui peut être peut-être anxiogène, je sais pas, tu vas me dire, mais justement, il y a tous les commentaires, toutes les remarques, tous les avis, par commentaire ou par... dislike, voilà. Like, Et... comme disait Thierry, tu as quand même une communauté, pour quelqu'un qui est aussi grand public, enfin qui a une aussi grande communauté, je trouve que quand je regarde les commentaires, je ne sais pas si tu filtres et tout, mais en tout cas, non. Ok. En tout cas, c'est hyper positif. Ouais, franchement, moi j'ai l'impression que j'ai la chance de choper les gens comme ça qui sont hyper positifs, mais j'ai l'impression aussi que tu as un peu la communauté que tu mérites, mais par rapport à ce que tu proposes. Oh, il le balance. C'est dit. C'est dit. Mais dans le sens où, évidemment, parfois tu peux être le gars, un mec en or, et te ramasser de la merde en commentaire. Il y a vraiment tous les cas. Mais parfois, tu as des gars qui vont se plaindre, qui ont des commentaires de merde, mais parce que, en tout cas moi, quand ça m'est arrivé de constater, où en fait, je sens qu'il y a soit de l'aigreur quand il parle, quand il fait ses trucs, ou un truc un peu, voilà, en fait c'est normal que ça discute dans tes commentaires en fait. Sauf que moi en fait il n'y a pas vraiment de... Moi j'ai l'impression que c'est juste feel good, il n'y a pas de... Je me prends pour personne, il n'y a pas de ton où je me crois le maître du monde, à aucun moment... j'ai fait de vidéos où je dis écoute voilà moi je suis installé sur YouTube, écoute on peut discuter, mais enfin tu vois je me suis pas mis ce truc là, Monsieur Matt. J'ai jamais eu ce truc là et j'ai l'impression que quand il y avait des conventions, je suis toujours hyper proche des abonnés et tout, je suis resté simple et je pense que ça a peut-être aussi joué là-dedans, mais clairement je crois qu'il y a une grosse partie de chance aussi. Et c'est surtout aussi, je pense, le milieu dans lequel tu évolues. Si maintenant tu as une chaîne de foot,
j'en sais rien, tu fais le résultat d'un. C'est ça. Ouais, exactement. Les gens sont trop passionnés par le truc. C'est le mot. Ouais. Alors que le ciné, bon, je donne pas mon avis en fait. Et je dis pas ce film il est nul. Ouais. Si je disais ça, clairement dans les commentaires, là ça va, c'est bon, là c'est les chutes du Niagara, là c'est. Mais pour parler de ta communauté, là tu viens de lancer un sondage, c'est H de glace 1 Contre Encanto. contre Encanto, et donc tu proposes des sondages pour que la communauté choisisse. Ouais. Et c'est là que je me dis que tu avais une des meilleures communautés du monde parce que les gens réussissaient mais comme des fous là-dessus. J'ai trop envie d'Encanto, mais l'âge de glace 1, ça fait tellement longtemps, tu peux pas nous faire ça, Matt, on veut le voir. Et je me dis, mais c'est incroyable. Cette relation, c'était hyper mignon, quoi, tu vois. Hyper mignon parce que les gens disaient, mais ça fait trop longtemps qu'on veut voir une vidéo de Matt, âge de glace 1 et là c'est Encanto, c'est nos deux chouchous. Enfin, et c'était trop de discussions comme ça. À fond. Je me dis, mais incroyable, prix Nobel de YouTube, ça existe, à le maire. Non, mais ça c'est trop bien. Et ça fait trop plaisir parce que c'est ça qui donne aussi, tu vois, tu sens qu'il y a de l'engouement. Ok, tu vas faire celui-là, mais alors peut-être que tu vas proposer l'autre après et tout. Ouais. Et puis franchement, il y a une participation incroyable. C'est à chaque fois plus de, je sais pas, 100 000, 150 000 votes. Okay. Alors bon, sur 1,6 million, 1,7 million, c'est pas beaucoup, mais franchement, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est énorme en fait. Ouais. Et quand tu vois, comme tu dis, les commentaires, moi je trouve ça trop marrant. Et puis même les commentaires en dessous de la vidéo, où c'est juste, c'est con, mais ça fait toujours plaisir. C'est j'ai pas encore maté la vidéo, mais je sais que ça va être super. J'adore ce que tu fais. Ça fait quand même plaisir, quoi. Mais j'imagine que tu n'échappes pas quand même parfois à des critiques négatives. Ouais. Et ça t'impacte. Et c'est marrant parce qu'il y en a. C'est comme ça chez tous les youtubeurs. Il y en a beaucoup moins, mais c'est toujours celles-là qui viennent te piquer ta mémoire et qui te restent. C'est ça que je veux savoir. Si, ouais, c'est déjà arrivé. Où je crois que j'avais essayé un autre. J'avais essayé un autre style. C'était pas un court-métrage, mais je crois que, je sais même plus c'était quelle vidéo, mais c'était un peu un court-métrage, c'était pas un épisode classique. Et je crois qu'il y avait un mec qui avait juste mis un truc très neutre, mais oublie, reviens à ce que tu fais, reviens à la base, reviens à ce que tu sais faire, tu vois. Et juste ça, tu vois. Et là, t'es quand même... Ah ouais, donc toi t'essayes un truc, tu te dis putain j'espère que les gens vont kiffer et tout, et s'ils kiffent je vais pouvoir multiplier ce truc et tout, et puis t'as un connard, on peut le dire, qui vient de mettre ça comme ça, reviens à ce que tu fais, machin. Après bon voilà, c'était toujours, il n'y avait pas de haine, il donnait son avis, donc en soi, je dis connard, mais en soi il a le droit, tu vois, il a pas aimé, voilà. Mais c'est vrai que ça marque quand même. C'est ça qui reste quoi. Ouais. Enfin, c'est qui reste. Okay. Ouais, mais c'est ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, j'espère que ça restera positif comme ça l'est. Ok. Et j'avais vu une vidéo où tu étais donc avec ta compagne, juste Elena, où vous faisiez un ask. Non, c'était le concept un peu comme les amours où chacun répond à. Tu vois. Ouais. Et à un moment donné, c'était genre, elle devait trouver une qualité sur toi, tu devais deviner laquelle elle allait donner, et c'était genre pure heart, genre cœur pur, tu vois. Ouais. Et je voulais savoir si, parce que je trouve que tu as un humour quand même fort grand public, mais tu sais, qui va pas offenser, qui va jamais piquer, tu vois. C'est drôle, mais c'est pas dans le shade, comme on dit en anglais, tu vois. Et je voulais savoir si c'était une volonté de ta part. Est-ce que tu te censurais en fait dans le choix de tes vannes, etc., en te disant je veux que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou alors est-ce qu'au contraire, c'est vraiment naturel comme ça, t'as pas cette... Je crois que de base, je suis assez dans ce truc-là, j'ai pas envie de piquer, d'être acide de dingue et de diviser les gens et machin. Moi, le but à la base, c'est de faire rire un maximum de gens sur un film. Voilà, après, je fais des vannes qui peuvent parfois être un peu limites, etc. Mais en tout cas, pendant, je dirais, les 5 premières années, je me filtrais 0. Okay. Mais par contre, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, franchement, être un humoriste aujourd'hui, c'est très très compliqué, quoi. C'est vraiment un métier, tu vas sur un champ de mine, quoi. C'est vraiment, si tu te fais pas exploser dans la salle, tu te fais exploser sur le réseau, parce qu'en fait, les je ne sais quel groupe n'aiment pas ça, là, ça n'aime pas ça, machin. Ça, c'est compliqué. Et puis quand tu es youtubeur, quand tu es dans ta chambre et tout, parfois tu fais l'erreur de faire des blagues que tu fais entre potes. Alors qu'entre potes, tu sais qu'en fait, j'en sais rien, moi, tu as des blagues en fait qui sont là comme ça, et qui passent, qui font rire tout le monde, alors qu'en fait, tu dis ça à quelqu'un que tu connais pas, il va se sentir offensé à fond, quoi. Et ça, c'est pas facile. Donc tu couples ça avec le fait qu'aujourd'hui, vraiment, tu dois faire quand même attention à ce que tu fais. Là, clairement, moi, je monte toujours mes vidéos à Elena, du coup, et elle me sert aussi de filtre en disant je suis pas sûr de celle-là. Pas sûr de celle-là, fais gaffe là, pas sûr.
Et effectivement, moi, comme je suis, tu vois, tête dans le guidon, moi, ça m'a fait marrer, machin. Je prends un peu de recul, je me dis, ouais, c'est vrai que ça vaut peut-être pas le coup de se griller bêtement ou d'attiser plus de haine que de faire rire de gens. Okay. Donc du coup, ça m'est arrivé de dire, bah, tu sais quoi, je fais l'impasse sur celle-là, c'est pas grave. Ça, c'est pas facile, mais bon, ça fait partie du jeu aujourd'hui. Hein. J'espère que ça ira mieux dans les prochaines années, que ça sera un peu plus relax. Parce que vraiment, les gens, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prennent tout à cœur. Parfois, c'est vraiment difficile, quoi. Mais bon. Donc tu te prémunis de ça, quoi. Ouais, il vaut mieux. Mais en même temps, c'est un outil, tu vois. Enfin, je pense que c'est une méthode marketing, tu vois. Genre, par exemple, c'est très dur aujourd'hui de se démarquer, de créer du contenu qui se voit et tout. Je pense que si demain, par exemple, si je crée du contenu et que demain je vais twerker dans une église, pour faire une référence à l'actualité, bah, je pense que je vais créer la haine, mais tout le monde saura qui je suis, tu vois. Clairement. Et toi, tu fais pas ce choix. C'est pour ça que je dis, c'est pas juste. C'est dur de faire de l'humour aujourd'hui. Je pense que ça peut aussi être facile si tu es acide, parce que c'est ça qui va te démarquer. Donc je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi un choix. Ouais, clairement, tu as raison. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui clashent volontairement, tu vois, qui clashent des gens ou des trucs, parce que, comme tu dis, ils veulent faire parler, ils savent que des clashs sur YouTube, alors là, vraiment, il y a tout le monde qui est là, comme ça, dis donc, là, ça fait top tweet, machin, machin, ils savent que ça fait parler, mais moi, je trouve que ça génère un truc, moi, je suis pas fan de ça, je trouve que ça génère toujours un truc bizarre, dont j'aime pas trop, mais bon. C'est ça qui fait peut-être la mauvaise communauté, enfin, la mauvaise communauté, comme ouais, franchement, parce que du coup, j'invente, demain, je fais une vidéo où je dis, putain, j'ai rencontré ce mec, et en vrai, croyez-moi, c'est vraiment un connard, d'office, pendant 10 prochaines vidéos, 20, 30, j'en sais rien, disons que je clash un autre youtubeur. Bien tenté, j'y ai cru. Mais quelle fouine. Même moi, j'ai gêné ton attitude. C'est honteux, Mélie. Non, et clairement, pendant les 10, 20, 30 vidéos, il y a d'office la communauté de ce mec. Juste par réflexe de putain, en fait, non, tu touches pas. C'est nul, j'aime pas te faire foutre, machin. Ça, c'est clair. Mais Ok. Et peut-être que mon analyse est fausse, mais tu penses pas que le fait que tu aies progressé statistiquement, je veux dire, dans tes statistiques, de manière constante, c'est pas ça aussi qui affecte à une bonne communauté? Parce que j'ai l'impression que ce qui craint, c'est quand tu pètes à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un contenu qui pète et qui est grand public et que tout le monde parle, limite on va en parler au journal, alors c'est là que c'est la merde. Grave, le fait de parfois avoir comme ça une hype. T'as plein de gens qui vont dire putain trop bien, ce mec, waouh, vraiment. Et t'en as d'autres, je comprends pas la hype. Tu vois, même si limite ça aurait pu passer, je comprends pas, j'aime pas, tu vois, dislike. Et ça va vite, hein. Mais c'est vrai, tu vois, tout ça c'est des trucs qui peuvent. Moi, ça m'a aidé franchement à garder les pieds sur terre, pas avoir de délire où je me prends, ok c'est bon, j'ai percé, machin. Là, ça a été constant, j'ai fait mon chemin, la communauté elle s'est construite petit à petit. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis là. Les gens ils savent que entre guillemets, je commence à être un peu dans les vieux de YouTube, tu vois, un ancien. Et demain, je peux doubler mon nombre d'abonnés. Ça va peut-être attiser ce genre de commentaires-là, mais en vrai, les gens ils vont se dire attends, de quoi tu parles? Ça fait 7 ans qu'il fait ça, c'est trop bien pour lui, tu vois. Mais bon. Ce qu'il voudrait quand même, c'est qu'un autre youtubeur te clash pour voir comment ta communauté est bienveillante ou pas. Tu vois, elle te protège. C'est jamais arrivé? C'est vrai. Non, je crois pas. T'as jamais été dans la sauce? Non, franchement, par d'autres youtubeurs ou quoi, non. Petit conseil à ceux qui démarrent. Vous savez qui attaquer. Vous pouvez toujours tenter, hein. Okay. Et du coup, on est en Belgique et on sait qu'en Belgique, déjà la France est moins développée, on va dire, que les States et que la Belgique encore moins que la France, tu vois. Et je voulais savoir, quand tu as démarré, tu t'es dit que c'était un handicap de démarrer en Belgique et alors au final, ça s'est confirmé ou pas? En vrai, je me suis pas dit que c'était un handicap parce qu'en vrai, je me suis dit en fait c'est la francophonie. Mais c'est vrai que j'ai été surpris à la vitesse à laquelle la France a pris le dessus dans mon audience. Je crois que c'était déjà après un an. Je crois que pendant 6 mois, 1 an, j'avais 50-50. Et puis après un an, c'était direct 70-80% la France. Okay. Et donc la Belgique, en tout cas, a toujours été finalement une petite audience, mais parce que c'est mathématique, quoi. Quand tu regardes la taille de la Belgique, de la francophonie en Belgique, pour être plus précis, et de la France, en fait, il n'y a pas photo, quoi. Donc non, moi, ça a toujours été positif. Et en vrai, quand j'ai constaté ça, les gens autour de moi, c'était le même constat. C'était, en fait, c'est trop bien d'être présent en France et tout. Il y a plein d'artistes belges qui font, pas sur YouTube, mais qui rêvent dans leur plan de carrière. D'une fois qu'ils cartonnent en Belgique, la prochaine étape, c'est la France, tu vois, parce que c'est la francophonie, machin, c'est le prochain marché énorme. Là, sur YouTube, t'es online, donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Ok, mais tu vois, il y a cet aspect où, oui, en effet, vu que tu parles français, tu vas parler au français. Ouais. Mais pour tout ce qui est
tu sais, le monde de l'influence quoi, en lui-même, donc toutes les infrastructures, tous les systèmes qui sont mis en place, les collaborations, les autres sont à Paris. Toi, tu es un peu séparé. Ouais. Ça, c'est pas handicapant? Si, enfin, je pense que si j'avais été à Paris, le nombre de fois, enfin, je me fais tout le temps inviter pour des avant-premières, c'est tout le temps à Paris, mais je vais pas aller à Paris juste pour aller voir une avant-première, mais c'est con parce que, enfin, c'est con. Je le fais pas parce que, en plus, le Thalys, c'est 200 balles aller-retour, c'est pas. Mais si tu es à Paris, c'est clairement l'endroit où tu facilites les rencontres. Le réseau, quoi. Le réseau, c'est vraiment le plus gros avantage. En soi, les infrastructures, avant, tu avais les YouTube Space, maintenant, je ne sais même pas s'il y en a encore. Où tu sais, tu pouvais aller là, tu avais d'autres créateurs, il fallait 1000 abonnés, puis après, il fallait 10 000 abonnés. Et tu rencontrais des gens, c'était un peu un lieu de rencontre, mais ça, franchement, voilà, il n'y a plus trop. Mais aussi les structures de Webedia, oui, c'est ça. Tout ça, exact. quoi, ce qu'on voulait dire. Dans sa globalité, ouais. Bah, en vrai, ça, par contre, les networks que je trouve en Belgique, j'avais quand même j'étais quand même souvent approché pour aller dans tel ou tel network. Ça, ils allaient quand même grappiller aussi. Là, est-ce qu'ils croyaient que j'étais français? Je sais pas. Mais, c'était des networks français? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'en vrai, en Belgique, il n'y a pas. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de network. Il y en a un jour, qui, je crois, avait la vocation à le devenir, mais en fait, je crois qu'il a douillé trop de personnes et donc, du coup, il est tombé. Voilà, un peu con. Mais non, ça, par contre, ouais, c'est ce qui. Si tu es à Paris, clairement, c'est plus simple pour tout, quoi. Ça, c'est clair. Mais bon. Et toi, ça t'a jamais parlé de éventuellement faire comme, tu sais, un peu comme Maison Grise avec Percross et tout, de créer une espèce de petite équipe ici? Une petite équipe. Moi, en vrai, j'avoue que je fonctionne plus en solitaire, en vrai. Ok, ça te parle pas? Non, ça me parle pas trop. Je suis pas. Même moi, je me vois pas trop rassembleur d'une équipe comme ça, de jeunes talents et tout. Vraiment avoir mon équipe à moi comme ça, c'est pas trop mon truc. Et même en Belgique, on est assez peu. Et j'ai l'impression que par la force des choses, le fait qu'il n'y ait pas trop d'infrastructures en Belgique, qu'il n'y ait pas énormément de youtubeurs en Belgique et tout ça, qu'on ne soit pas vraiment reconnus, soutenus et tout ça, fait qu'en fait on est un peu tous devenus indépendants. Gaël Garcia est très indépendant, Jimmy est très indépendant, il va souvent en France, machin. Voilà, c'est un peu par la force des choses, quoi. En France, c'est peut-être plus simple. Toi, vous avez pu vous développer. Ouais. Mais est-ce que c'est quand même pas une faiblesse pour les autres, la nouvelle génération? Toi, tu disais, tu es un peu un daron, ça fait 7 ans que tu es là. Est-ce que pour la nouvelle génération qui devrait éclore, est-ce que c'est pas compliqué de ne pas avoir de bande ici, de ne pas avoir de réseau? Il n'y a pas le drink secret des top youtubeurs le lundi à Flagey ou à Namur. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, je vois. Ça. Comme dans les startups, il faut un écosystème, il faut des fonds d'un côté, puis il faut des startups de l'autre. Ouais. Et c'est quand il y a des fonds, des startups et des gens qui veulent dans des startups que là, ça commence à. Ouais, je vois. Je pense que ça peut aider si ça existe. Clairement, si tu fais partie je prends l'exemple de la Redbox avec Amixem, quand il a recruté Joyka, Mastune et Oxy, c'était déjà des gars qui se démarquaient d'une certaine manière, mais ils ont explosé en étant là-bas, en faisant des collabs à gogo. Vraiment, ça les a fait exploser. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Mais clairement, si tu es là-dedans, ça peut aider, mais c'est pas parce que tu ne rejoins pas un groupe que tu n'as pas de chance de percer. Clairement, moi, je pars du principe que si tu parviens, et il faut une part de chance aussi, mais si tu parviens, soit par ta personnalité qui est incroyable ou qui est innovante par rapport au paysage global, soit parce que tu corresponds à fond à ce qui marche sur YouTube, soit parce qu'en fait ton concept il est trop bien, que ce soit Twitch ou YouTube. Si tu gardes la foi, entre guillemets, après des mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut marcher, quoi. Oui. Mais il faut croire en son projet et oser se lancer, que tu sois en Belgique ou en Suède. Ça, c'est aussi la beauté d'Internet, c'est que nous, on s'est déjà fait la réflexion plein de fois avec Elena, on s'est dit, mais en fait, on pourrait, d'ailleurs c'est ce qu'on voulait faire avant le Covid, on voulait voyager un peu partout dans le monde et tout en continuant à bosser et profiter, essayer ce truc-là, sauf qu'on n'a pas pu le faire parce que Covid, voilà. Mais il y en a plein, tu vois, il y en a plein qui quittent pour des raisons fiscales ou pas, hein, ça, on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas dessus là, parce que là ça va là, je peux vous dire. Mais non, mais ça c'est une facilité, clairement. Ok, mais même en tant que spectateur, en fait, c'est ça que je disais aussi, je pense que nous, on aurait trop kiffé, t'imagines, une maison qui rassemble Matt, Gaël, Elena, Enzo, Luffy et Jimmy et tout. Enfin, ça aurait été ouf d'avoir ça en Belgique.
Ouais, après peut-être Ouais, que. parce une fois, faites pas chier. On te demande pas, on te demande Merde, pas un quoi, truc de dingue. putain. Tu vas une fois au stand, tu prends avec, vous faites des caméras et faites un truc. Ouais, C'est non, trop, mais je c'est vois. trop ça, Matt, c'est trop. C'est trop te demander. Non, mais je comprends. Et c'est sûr que ça peut même inspirer. Clairement, ça inspirerait aussi d'autres gens, mais c'est sûr que je crois que par la force des choses, les conditions géographiques, le fait qu'en Belgique, vraiment, les soutiens, on est vraiment au balbutiement, vraiment, c'est très très difficile d'être reconnu, d'être soutenu, qu'il y ait des initiatives et tout, qu'en fait tout ça nous a rendus très indépendants. Et je pense que même si demain je vais voir Jimmy et Gaël, s'il n'y a pas un truc incroyable derrière, je ne crois pas que ça les intéressera parce que même Jimmy, lui, il est vraiment dans son truc et voilà, c'est plutôt l'acting, machin. Gaëlle, elle a son entreprise, c'est voilà, businesswoman, elle fait son bail et tout, c'est très bien. Moi, j'ai aussi un peu mon truc. En fait, on est tous devenus un peu, ouais, chacun. Peut-être que demain, il y aura une nouvelle team avec un jeune gars qui est avec ses potes et en fait, chacun de ses potes perce, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais. Allez, moi, franchement, 3 jours cette année. Vous faites un week-end prolongé, toi. Pas une semaine. Un petit week-end prolongé avec l'ascension, quelque chose. Et vous faites un truc. Non, mais ouais. C'est compliqué en Belgique. Hein. Et du coup, en 2017, on te disait que c'était trop tard pour se lancer sur YouTube. Ouais. Et tu dirais quoi en 2022 ? Moi, je pense que tu as autant de chance, en vrai, qu'en 2017. Donc, moi, déjà, en 2017, je ne considérais pas que j'étais trop tard. On me disait c'est trop tard, mais moi, comment on dit ça ? J'étais convaincu que mon concept allait... Et ça n'existait pas et tout. Moi, j'avais l'impression que j'apportais un truc sympa, que j'arrivais pas à trouver mon équivalent. Je me disais, en fait, on peut me relier à personne. Donc, en vrai, soit ça se casse la gueule, soit vraiment ça marche et tout. Assez tôt, il y a eu des bons signes, donc j'ai très vite cru en ce truc-là. Mais aujourd'hui, je pense que clairement, il y a beaucoup plus de gens, c'est beaucoup plus connu. Donc, des streamers sur Twitch, il y en a une chier tous les jours. Sur YouTube aussi, sans doute. Donc, ouais, le marché fait que, en fait, il y a un nombre évidemment beaucoup plus incroyable qu'en 2017. Donc, il faut encore un peu plus de chance qu'en 2017. Mais bon, en vrai, non, c'est la même. Il n'y a pas moins de chance qu'en 2017, je pense. On a un petit appel. Très bon. C'est ta mère. Rapport à la facture de l'anniversaire. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On te le dit. Je t'ai changé les couches, moi, et tu vois. Tu m'emmerdes avec tes factures. Et du coup, tu es quand même, comme on disait, dans l'univers du cinéma par rapport à ton contenu. Et tu as créé aussi des courts-métrages. Ouais. Tu as reçu des prix aussi. Ouais. Et donc j'imagine quand même qu'on devine des ambitions ciné. Ouais, carrément. Et est-ce que ça en est où en fait ? Écoute, la bulle du cinéma, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. C'est un petit milieu, il faut connaître les gens, machin. Et moi, je suis quelqu'un... Déjà, je suis pas très bon en networking. Je suis pas très bon quand il y a une soirée où c'est le moment d'aller trouver et commencer. Je suis pas très bon. Ouais. Et en vrai, outre le fait que je suis pas très bon, je déteste voir quelqu'un en train de graisser la patte de quelqu'un d'autre. Ça me met très mal à l'aise. Tu vois. Je déteste ça et c'est une attitude que moi-même, ça me rend fou. Donc en fait, tout ça fait que je suis mauvais. Mais par contre, quand il y a une opportunité, là typiquement, il y avait un projet où c'était juste une fin de soirée d'un tournage auquel j'ai participé. C'était à Paris. J'aurais pu me dire, bah vas-y, en fait, c'est une soirée, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à aller jusque Paris pour ça. Je sais que c'est important d'être là, de montrer ma tête, de parler avec les gens, montrer que voilà, les gens savent que tu viens de Bruxelles. Donc s'ils te voient, c'est qu'ils savent qu'aussi que t'es impliqué et tout. Ça, pour moi, c'est montrer, c'est aller au bout de l'opportunité et voilà. Mais en soi, c'est compliqué. Hein. En Belgique, le cinéma, c'est très compliqué aussi. C'est un cercle, c'est un peu un serpent qui se mange la queue. Rentrer là-dedans, c'est compliqué. L'image de YouTube pour le cinéma, c'est compliqué. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu des guignols pour eux. Toi qui fais plus de vues que tout cinéma belge en un an en une vidéo. Ça ne parle pas. Franchement, on s'était fait. Enfin, moi, on s'était fait la réflexion aussi. Mais putain, on touche des gens. Enfin, il y a vraiment une audience. On intéresse des gens. C'est incroyable et tout. Et le cinéma, parfois, ça tourne en boucle. Ça fait des entrées vraiment. En fait, je sais pas. Moi, j'avais l'impression qu'ils se font kiffer entre eux, mais qu'ils sont pas forcément. J'ai l'impression qu'il manque cet intérêt pour le public en fait. En Belgique et peut-être dans d'autres pays aussi, mais du coup c'est très compliqué.
Et là, effectivement, on a participé à un festival qui est peut-être pas vachement réputé dans la boucle de festival avec les Césars, les Oscars et tout, mais c'est le festival donc, de Rode, hein, la marque bien connue des micros et tout ça. C'est une marque australienne hyper énorme et ils ont lancé leur festival online. Et donc il y avait plein de participants et effectivement on a gagné, on a participé 2 fois et on a gagné l'un ou l'autre prix dans les 2. Donc ça c'était très cool pour nous. Mais pour autant ça ne nous a pas forcément ouvert des portes incroyables. Mais après à côté de ça, je connais des jeunes réalisateurs qui réalisent des vidéos pour des youtubeurs que j'ai rencontrés d'ailleurs il n'y a pas longtemps. En gros ils ont fait juste 48 heures du court-métrage à Paris. Un festival bien connu, comme il y a ça à Bruxelles aussi, je pense. Et en fait, là, par contre, ils ont gagné. Ça leur a ouvert des portes chez Canal+. Ils vont aller faire la finale aux États-Unis, machin. Donc ça peut aller vite aussi, quoi. Mais non, là, écoute, voilà, l'année dernière, j'ai fait plusieurs mois où j'ai été à des ateliers d'acting pour rencontrer des gens et puis parfaire, enfin tu vois, pratiquer. Tu le fais très sérieusement quoi. Vraiment, tu ouais, veux c'est pas vraiment... les youtubeurs qui vont au cinéma, c'est pas ça. Non. Tu as un amour pour la comédie, ouais, pour jouer et t'aimerais bien. Vraiment. À fond. Okay. À fond. Là, clairement, j'ai qu'une hâte, c'est du jour où on va me proposer un projet un rôle un peu plus ambitieux, où je vais pouvoir me dire, vas-y, en fait, je pars une semaine dans les bois et je me concentre sur mon personnage, c'est qui, je fais quoi. Leonardo. Ah non, vraiment, ça me passionne et j'ai vraiment envie d'en arriver là, tu vois, mais ça prend du temps. J'ai pas envie d'être dans la peau de cet acteur qui galère toute sa vie, qui peut être, même s'il est hyper talentueux, s'il n'a pas ce petit pourcentage de chance, qui est quand même vachement important dans le cinéma, en fait, il a un peu raté, sa carrière, quoi. Et donc du coup là, je suis autant concentré sur YouTube que sur ça, mais voilà, je garde un œil sur les deux, quoi. Et un réal arrive, t'aimes bien le réal, t'aimes bien le film, t'aimes bien le rôle, c'est un gros rôle, c'est longtemps, c'est 3 mois de tournage, ça veut dire que YouTube doit être mis en pause. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Je pense que, évidemment, à moins que je doive partir demain, je vais bûcher pour préparer, tourner comme un dingue pour préparer YouTube et faire un peu les deux. Mais c'est pas possible. Désolé. Ça malheureusement, tu pars demain. Non, parce qu'il a coupé ton électricité. T'as pas ce temps-là, tu vois. Ouais. Il y a une opportunité, mais un acteur est malade. Voilà, on t'appelle, c'est la chance de ta vie, quoi. Ouais. Mais tu dois quitter YouTube pendant 3 mois. Écoute, clairement j'y vais. Bah oui. Okay. Tu fais des vlogs. Tu rentabilises. Ouais, alors c'est ça. Franchement, c'est ça. Après, sur les films en général, j'en sais rien, mais je crois qu'ils n'aiment pas trop ça, tu vois. Commencer à prendre des vlogs du truc, tout ça reste très... Mais effectivement, moi j'aimerais bien, tu vois, quand je participe à un projet comme ça, montrer un peu les backstage, tu vois, en profiter un peu de cette audience pour partager l'expérience et tout. Mais en tout cas, si maintenant, en admettant que je puisse même pas faire ça, je préviens la communauté en disant, bon bah voilà les gars, 3 mois, je serai pas là, mais quand je reviens fort, ça va tabasser, machin, mais pendant 3 mois, je saisis cette opportunité-là, parce qu'aussi, je sais que ma chaîne, elle est un peu particulière dans le sens où, sur une année, si on parle par exemple même en termes de vues et en termes de rémunération, sur une année complète, la majorité de ce qui va générer tout ça, c'est les vidéos que j'ai déjà tournées avant, en fait. Donc, toutes celles qui tournent depuis 2017, en fait, ça a créé un espèce de vues passives, de revenus passifs aussi, qui en fait, je pourrais ne pas faire de vidéo pendant 2-3 mois, je ne serais pas à la rue pour autant. Évidemment, ça me jouerait des tours par rapport à cette fréquence. Et tu vois, les gens voient que tu n'es plus là. Est-ce que tu es oublié ou pas? Il y a toujours ce risque-là. Mais voilà. Mais quand même, quand tu devras appuyer sur Enter pour annoncer ta communauté, ton doigt tremblera un petit peu. Oui, clairement. C'est dans 3 mois. Ouais, dans 3 mois, c'est... Après, tu vivrais d'autres dimanches soirs, tu vois. Clairement. Mais je crois que les gens seraient trop contents parce qu'on le connaît pour le cinéma, on sait ses ambitions et je pense qu'ils se diraient « Oh purée, Matt, il fait enfin un film », tu vois. Et je crois qu'ils seraient impatients de voir ça, tu vois. À fond. Contrairement à si c'est, je sais pas, Lena Situation qui dit pendant 3 mois, je ferai plus rien parce que je vais faire un film, les gens vont dire, ben non, en fait, on veut nos vidéos. Pourquoi tu veux faire un film tout d'un coup, tu vois, je pense. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, je dirais ça. Je suis de l'abonné chiant. Par rapport au fait que tu fasses des films et tout, c'est quoi ton rapport avec les studios de ciné? Parce que j'imagine, surtout à tes débuts, tu as dû vivre un enfer niveau, tu sais, aller striking sur... Ouais. Écoute, en vrai, ça a été. Parce que je me suis
tôt renseigné là-dessus. Et d'ailleurs, avant même d'avoir lancé ma chaîne, c'est à ce moment-là que j'avais contacté le fossoyeur de films pour voir, lui qui met des extraits, comment ça fonctionne, tu vois. Et en fait, très tôt, j'ai appris qu'il fallait mettre des extraits les plus courts possibles. La musique, c'est vraiment le plus chiant, donc soit tu la déformes, soit tu l'enlèves. Et donc, je m'étais un peu prémuni de certains pièges de base. Et au final, j'ai pas eu trop de soucis. Je crois que maintenant, sur les 7 ans que j'ai fait, je crois qu'il doit quand même, il doit y avoir peut-être une quinzaine ou maximum une vingtaine de vidéos sur lesquelles il y a soit une démonétisation, mais la visibilité est toujours là, soit vraiment bloqué, ni visible ni monétisation, soit il y a eu des petites bribes de vidéos, de passages qui ont été strikés, mais que tu as pu remplacer par une musique libre de droit et qui te permettent de continuer à voir la vidéo partout et d'avoir une monétisation normale. Mais en vrai, la relation, elle a été plutôt bonne. Je crois qu'il y a peut-être un studio où là, ça n'est jamais passé. Ouais, t'en as parlé, EuropaCorp, et un autre, je crois, je sais plus lequel. EuropaCorp, c'est le seul que j'ai en tête où là, j'ai fait 2 films, je crois. Les 2 films, ça passait pas. Je me suis dit, bon, en fait, peut-être pas me risquer à faire d'autres films EuropaCorp. Ouais, c'est ça. Même si en vrai, si demain il y a un blockbuster EuropaCorp, je crois que je le ferai quand même. Parce qu'en vrai, Universal, Warner, Sony, je connais des gens là-bas, on s'est déjà contacté pour faire des opérations commerciales ensemble. Ils savent que même si le ton n'est pas toujours très Disney, si on doit citer Disney, je sais qu'on se comprend. Moi, je leur fais de la pub. Moi, je me sers de leur contenu pour générer pas un buzz, mais générer une attente. Une attente aussi, tu vois, s'ils savent que je vais faire Frozen, quand je l'ai fait, je savais que les gens allaient regarder juste parce que c'était Frozen. Donc, il y a un échange comme ça, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ok. 7 ans, je crois que maintenant, on peut dire qu'on est calé, on a une bonne entente, quoi, je pense. Top. On parle business ou quoi? Parlons business. Allez, On va parler maintenant du sujet, pas tabou, mais on va parler un peu business. Nous, on est une chaîne qui parle entrepreneuriat. Donc normalement, on parle toujours levée de fonds, emploi, machin et tout. On peut parler de ça avec toi. Ouais. D'abord, aujourd'hui, c'est combien de personnes, Matt? c'est très peu de personnes, hein. Matt, ça dépendait des périodes. Parce qu'on parlait, tu vois, de marques de vêtements. Là, on était un peu plus, bien qu'on n'était pas tellement. Mais au quotidien, vraiment, il n'y a que moi en fait. Au quotidien, vraiment dans le cœur de la création du truc, je suis tout seul. Après, sur certains projets, on peut être une équipe de 30 pour un cours, par exemple. Ou si je cherche quelqu'un, je vais demander de l'aide à quelqu'un pour filtrer un peu les messages dans la candidature ou des trucs comme ça. Tu vois. Oui. Mais au quotidien, je suis seul. T'es seul. Il y a un monteur qui va arriver. Mais donc qui est même pas full time alors. Si, qui lui, du coup, il sera avec moi. Donc on sera 2 effectivement là-dessus. Et monteur, il y a un manager? Non. Tu gères? Non, il n'y a pas de manager, mais je travaille avec un agent. Ok. Un agent qui s'occupe que de la partie commerciale. Ok. Donc c'est avec lui vraiment que soit on me contacte, Sony me contacte, je lui envoie le mail, il négocie avec Sony. Lui a un message de je ne sais qui, il a parlé de mon profil, ou ils aiment bien mon profil, on échange ensemble. Et donc c'est vraiment la partie essentiellement commerciale où là, il est là pour ça. Ok, cette relation commerciale, lui, il est payé autant qu'il preste ou il a des commissions sur les contrats? C'est à la commission. Lui, Ok. il fonctionne à la commission, donc il a un pourcentage en fonction de si c'est moi qui lui donne ou si c'est lui qui me le donne. Ok. Et c'est même, on s'est connus d'abord sur un terrain neutre, puisque en gros, pour faire simple, c'est le frère d'un autre youtubeur avec qui j'ai fait une collaboration. Ça s'est super bien passé. Lui, il était là, mais il n'avait pas encore ce métier-là. Et il s'est vraiment révélé dans son métier, il est hyper bon. Et en fait, c'est vraiment par hasard, des années plus tard, qu'en fait, on s'est dit, collaborons ensemble. Lui, il avait déjà d'autres talents, comme il appelle, qu'il avait sous son aile, et c'est parti comme ça, quoi. Ok. Et c'est quoi un agent comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu conseilles comme commission, par exemple? Tu vois? C'est une question qui revient tout le temps, Ouais. tout le temps. Comment Nous, en toute transparence, on est sur du 20 à 25% Ok. de ce qui est négocié. Ici, c'est vraiment la transparence de la transparence, parce que c'est moi qui suis payé et c'est moi qui le paye. Ok. Donc lui ne reçoit rien en fait. Oui. Il y a eu dans beaucoup de ce qu'on appelle des networks, donc des réseaux vraiment de youtubeurs, etc. Là, c'est souvent opaque. Il y a des grosses boîtes où c'est très opaque, où en fait, on te dit, ok, ça c'est le budget, j'invente. C'est 20 000,
sur les 20 000, c'est 50-50. Sauf qu'en fait, derrière, c'est pas 20 000 qu'ils ont encaissé, c'est 40 000. Okay. Donc il y a des douilles comme ça, et c'est eux qui te payent. Très très propre du côté diable, mais très très moche Voilà. du côté créateur. Exactement. Ouais. Mais ouais. Bon, Et donc c'est pour ça que tu as décidé de travailler alors avec un agent indépendant? C'est ça. En fait, je crois que j'ai fait deux ou trois networks différents. Et en fait, je crois que le dernier que j'ai fait, c'était le plus gros. Et en fait, j'étais pas, si tu veux, c'est un peu un système pyramidal quand tu as une opération qui tombe. C'est-à-dire que, imaginons. D'abord. Voilà. Fanta arrive. Ok, Fanta et Hyperso, ils ont tel budget. Ce sera Squeezie, McFly, machin. Ok. Bon, il reste ce budget-là. Ok. On passe. Okay, ligne B, ligne C, ok, machin. Et pour peu que ta catégorie, que ce soit ciné ou gaming, etc., ne corresponde pas, en fait, on vient tout bonnement là, ça n'arrive tout bonnement jamais chez toi. Alors qu'en fait, moi, je me suis toujours convaincu que le créneau sur lequel je suis, on n'est pas beaucoup, il y a des trucs fous à faire. Pourquoi on ne travaille pas plus ensemble? Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a motivé à me dire, mais en fait, vas-y, ouais, c'est le plus gros réseau, mais j'ai rien à faire là-bas. Je ne suis même pas considéré en fait chez eux. Donc en fait, je me suis dit, en fait, les gars, tu sais quoi, je me casse. Et à l'époque, si tu veux, pour rentrer chez eux, il fallait, il y avait un pourcentage de tes revenus Google, donc tes revenus YouTube, tous les mois qui partaient là-bas, tu vois. Ce qui devait normalement assurer cette espèce de relation rentable pour eux. Sauf qu'en fait, ça n'était pas du tout pour moi. Pour eux, ça l'était bien. Voilà, c'est ça. Mais moi, il n'y avait rien qui tombait chez moi. Donc en fait, je me suis cassé. J'ai été à mon compte pendant 1 an, je crois. Et puis après, assez vite, je suis tombé on a repris contact avec cet agent. Mais c'est assez rare, ça, en vrai. Des agents comme ça, c'est ce que les youtubeurs cherchent. Vraiment d'avoir un agent qui est à la fois créatif, commercial, qui te suit et tout, un peu comme un acteur. Et tu veux dire son nom ou tu as peur que... Non, je préfère pas dire son nom. Okay. Je sais pas, en fait, je sais pas si lui, lui en fait a déjà atteint sa limite de talent à gérer. Et je crois pas qu'il kifferait qu'on l'emmerde. En plus, tu as dit que c'était le frère de quelqu'un de connu. Donc ça limite déjà vachement le truc, tu vois. Ah non. Allez chercher. Et tu te rappelles ta première collaboration avec une marque? C'était qui? C'était pour faire quoi? Et c'était combien? Ma toute première collaboration, oh là là, c'est une bonne question. En tout cas, une des premières, c'était Oreo, je crois. Et c'était un peu pété parce que chez Oreo, ils ont ce truc de tu dois manger le biscuit. Et en fait, quand tu manges le biscuit, ils avaient un délire où en fait, tu devais dévisser le biscuit. Ok. Dévisser le biscuit, tu devrais le prendre et le frotter sur ta langue. Ok. Faire vraiment ce geste-là, tu vois. Ah oui. Le brief, c'était ça, quoi. C'est ça, en grand. Voilà, hop, tu fais ça, et puis après, on est content. Voilà, tu fais un truc autour. Et moi, j'ai vu ça, je fais, mais en fait, les gars, ça va pas être possible. Moi, je vais pas faire ça, tu vois. Et donc, j'ai inventé un autre truc que je trouvais beaucoup plus drôle, et là, ça mettait la marque en avant. C'était pour Charlie et la chocolaterie. Ah, justement. On revient à ce fameux. Voilà. Tu vois, je m'étais dit, mais attends, ça tombe trop bien, Charlie et la chocolaterie, Oreo, c'est parfait. Ouais. Je crois qu'on l'a quand même fait, cette collaboration. Bon, j'ai pas fait leur machin, je l'ai adapté à ma sauce. Ouais. Mais ça s'est plus ou moins bien passé, du coup. Par contre, pour le montant, là, je sais même plus combien j'avais d'abonnés à l'époque. Franchement, je ne saurais pas te dire. Je dirais, mais c'est une fourchette large. Parce que je crois qu'à l'époque, j'étais peut-être à 300 000 ou j'étais déjà à plus, je sais plus. À mon avis, ça devait tourner autour des, je sais pas moi, ça devait tourner autour des 5 000 ou entre 2 et 5. Mais vraiment, ça remonte à longtemps. Donc, Et aujourd'hui, je travaille avec Matt. D'abord, je vais bien sûr te demander évidemment combien je paye. J'imagine. Bon, évidemment. Mais d'abord, avant l'argent, est-ce qu'il y a un filtre que tu regardes, tu vois? Est-ce qu'un contrat, c'est un contrat? Ou tu prends pas des marques, je sais pas moi, c'est trop sucré, c'est des clopes et t'as un public enfant, c'est des trucs plus concrets, du Winamax, tu vois, c'est du Unibet et voilà. Comment est-ce que est-ce que tu as un filtre que tu t'es mis pour enlever certains sponsors ou soyons honnêtes, il y a une famille à faire vivre, tu prends tout. Non, mais en vrai moi je juge personne justement pour ça, tu vois. Pour ce côté, voilà, chacun est à l'aise dans choisit ce qu'il veut faire, il n'y a pas de stress là-dessus. Moi, j'avoue que je suis moins à l'aise avec tout ce qui est Winamax. J'ai eu plein de propositions pour des cartes de crédit, du jeu de hasard, des trucs de CBD, même si le CBD en soi, bon, ça pourrait être plus, voilà, mais même ça, je me dis, tu sais quoi, je me risque pas là-dedans. Il y a tellement d'autres opportunités qu'en fait, peut-être que j'ai cette chance de pouvoir un peu choisir aussi.
Mais du coup, en vrai, moi, la plupart des opérations que je fais, c'est avec des jeux, avec NordVPN, par exemple. On travaille beaucoup ensemble. RhinoShield, une protection, et ils sont super cool. On bosse beaucoup ensemble aussi. Donc non, il y a ce petit filtre, en tout cas. Et justement, RhinoShield, NordVPN, c'est quoi la fourchette? Je vais faire un deal avec toi. Une maison, 2 maisons, 3 maisons, une voiture. Moi, je pense que, en vrai, moi, je trouve qu'on est dans la moyenne de ce que devrait demander un créateur pour les vues qu'on fait. Et en général, je pense que, et là, c'est un petit tips pour les éventuels youtubeurs qui tomberaient dessus, qui se font arnaquer par leur network ou autre. Si tu fais sur un mois 1 million de vues, évidemment, il y a des clients qui vont te donner plus, mais en tout cas, pour avoir une base, tu fais 1 million de vues en un mois, c'est 25. Ok. 25 000 euros. 25 000 euros, 1 million de vues. 1 million de vues. Si tu peux avoir ce chiffre-là sur un mois, c'est ça que tu devrais demander en tout cas. Donc il y en a qui demandent moins, mais qui ont une fréquence plus élevée. Il y a des contrats à l'année où la marque, elle t'approche, elle te dit, ben voilà, moi j'adore ce que tu fais, ça a toujours bien marché, machin. On fait 10 vidéos ensemble cette année. Bah là, forcément, soit tu parviens à garder ton seuil, soit alors à ce moment-là, il y a peut-être une baisse par vidéo, mais le contrat global fait que tu as cette assurance d'avoir un gros contrat sur une année. Et donc, voilà. Si tu fais 1 million de vues sur une vidéo, comme tu le dis, c'est ton bas catalogue aujourd'hui qui fait encore beaucoup de vues. Est-ce qu'il y a aussi une variable parce que ta vidéo, elle fait 1 million de vues, mais dans 2 ans, elle sera, tu vois, à autant et puis à autant. Comment ça marche ça? Il y a plusieurs manières en fait. Soit tu es payé en fixe, donc là ils te font suffisamment confiance, ils te disent en fait, peu importe le nombre de vues que tu vas faire, on sait que ce format-là il marche, c'est autant, c'est un flat. Soit tu as un mélange des deux. C'est flat plus palier, donc on t'assure tel montant, mais si tu dépasses 1 million, tu as ça, 1,2 million, tu as un bonus, 1,3 million, etc. Ou alors tu as que par palier. Et là, en général, c'est même limite parfois à la vue, tu vois. Selon la vue, en fait, tu es payé, je ne sais plus combien la vue, et on verra après 30 jours combien tu as fait de vues, ça fait autant, voilà. Mais donc, tu n'as pas des marques qui te payent encore aujourd'hui pour des vidéos? À un moment, ça s'arrête, ouais, c'est ça. C'est toujours sur 30 jours. Ok. Et pour parler de ce back catalogue, donc toutes les vidéos que tu as déjà produites, comme un chanteur Spotify qui a les Beatles font beaucoup plus de vues sur les vues, enfin non, c'est un mauvais exemple qui font plus d'albums, mais sur les classiques d'avant que maintenant, et voilà. Il y a des opérateurs qui arrivent, des acteurs qui arrivent, donc dans les startups, il y a les fonds d'investissement qui sont vraiment, depuis que les startups sont nées, les fonds d'investissement sont nés, et voilà. Sur le YouTube Game, ça arrive, les premiers fonds d'investissement pour les créateurs, MrBeast est dans un fonds d'investissement, et ici, pas un fonds d'investissement, mais il y a Jelly Smack qui est arrivé. Ouais. Je pense que tu travailles avec eux ou tu réfléchis? On est en contact, ouais. Ok. Eux, si je comprends bien, ils aident à booster tes vues parce qu'ils vont repackager une série de ton contenu que tu fais pour t'amener à croître avec plus de monde. C'est ça. J'imagine qu'alors il y a un partage de revenus. Mais ce qu'ils viennent de lancer, et ce qui est incroyable en même temps, qui est très flippant, c'est qu'ils rachètent ton back catalogue. Donc ils vont reprendre tes vidéos, les droits dessus, dire ok, comme ça toi et eux ce qu'ils disent, donc ça paraît très creator friendly, parce que je vais donner une grosse somme, ils ont fait un fonds de 50 millions pour racheter le back catalogue, comme maintenant on a Sony qui rachète les chansons de Bob Dylan, il rachète tous les droits, tu vois, parce qu'on sait que ça va encore 100 ans d'écoute, et donc ça va ramener du revenu, et dans 50 ans je vais rembourser mes 100 millions et je vais commencer à toucher la thune, quoi. Ça commence à arriver chez vous, les gros créateurs, et donc ils rachètent le truc là, donc ils disent, et je le crois sincèrement, c'est que s'ils viennent et qu'ils te mettent 10 millions pour prendre tes vidéos, ça change ta vie aujourd'hui, ça te permet de passer une équipe de 1 à 2, si c'est ton ambition, à 10, ça permet d'acheter des studios, ça permet tout ça, mais le gagnant à la fin, ça peut être le fonds d'investissement, tu vois, qui a fait le truc et qui lui va avoir, parce qu'ils font le pari qui est comme des chansons. C'est ça. On va avoir une durée de vie de revenus sur un truc. Toi, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que ça pourrait te tenter? Un fonds vient, parce que ça va arriver, c'est le début, mais ça va, comme dans les startups, 60% des startups sont financées par les fonds d'investissement et prennent en échange des parts, quoi. Comme les footballeurs, il y a des agents, ça va encore, c'est un secteur qui va exploser dans la créateur économie aussi, c'est que beaucoup plus de fonds vont se lancer là-dedans. C'est quoi ton rapport à ça? Est-ce que tu serais à l'aise, Jelly Smack, de dire ok,
avec un bon montant bien sûr, hein, mais voilà, le 2017-2021 c'est pour vous, 2022 c'est pour vous, et moi maintenant je suis confiant avec cet argent-là, je vais créer des plus belles vidéos, encore des plus grandes, et donc voilà. Le point d'attention principal pour moi, c'est de savoir quelles sont les limites finalement de leur utilisation une fois qu'ils ont éventuellement racheté une partie de ces vidéos-là. Parce que typiquement, quand je prends un exemple, on fait une collaboration avec une marque, ils adorent l'intégration, ils te payent pour la faire, donc ça c'est un premier contrat. Et puis parfois sur le côté, ils te disent, nous on aimerait bien utiliser ce petit bout de placement pour aller le mettre en pub sur YouTube, en pub machin, avec une limite d'impression par jour, par personne machin, et t'es payé autant. Moi ça c'est un truc où je suis moins à l'aise avec ça. C'est pas super bien vu sur YouTube. Souvent quand tu vois un YouTuber dans une pub YouTube, à moins que ce soit vraiment une pub super bien produite, et tu as l'impression un peu comme tu vois parfois avec Jean-Claude Van Damme pour tel jeu vidéo, ça c'est cool, c'est chouette à regarder. Mais quand c'est des vidéos où tu vois que le gars a fait ça dans son studio et tout, je suis un peu moins à l'aise. Je dis pas que je le ferai jamais, mais je suis beaucoup plus regardant quelles sont les limites. J'ai pas envie que ma tête elle finisse sur un JC déco dans la rue pendant un mois, enfin tu vois. Il faut vraiment que ça soit cadré. Et ça, c'est un peu ma crainte par rapport à ça. Après, on en a vu un pas longtemps dans les rues ici. De JC Déco? Ouais, avec des créateurs de YouTube. Ah ouais? Ah oui, mais il y a ça, oui, j'ai vu ça à l'aéroport, ouais. Mais ça, c'était peut-être une collaboration avec YouTube ou un truc. Bon, là, ça va. Ça, c'est différent. Ça va. Là, c'est, quand c'est le boss qui te... Oui, là, c'est autre chose. T'es mis en avant, voilà. Là, il y a... T'inquiète, Cyprien. C'est différent. mais non, mais après, je sais pas. Moi, il faudrait voir, en fait, les contours de ce truc-là. Mais c'est vrai que, en fait, pour moi, dans ma tête, c'est un peu comme si tu perdais le contrôle. Et perdre le contrôle, il faut voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Maintenant, Jelly Smack, avec eux, on est en discussion où justement, là, l'idée, en fait, c'est d'utiliser les vidéos que j'ai déjà faites, comme tu disais, en refaisant des petits formats, pour en fait développer la communauté Facebook. Où là, clairement, Facebook, c'est un réseau où je suis un peu moins. Et clairement, là, comme il y a encore beaucoup de gens sur Facebook, là, l'ambition, c'est de dire, OK, on respecte ta ligne éditoriale, mais c'est nous qui nous en occupons. On divise les revenus, machin, mais on va investir à fond pour te mettre en avant et faire en sorte que ta chaîne Facebook, elle va prendre du galon. Ça va te générer du revenu parce que Facebook monétise ses vidéos, machin, et tout le monde est gagnant. Et ça c'est génial parce qu'en effet, tu t'assieds peinard dans la voiture et tu laisses d'autres gens faire le travail. Ou c'est un peu flippant parce que le monde des startups, c'est aussi le monde corporate, donc derrière c'est des fonds d'investissement, tu vois, et tu es un créateur, tu vois, il y a on a déjà pu discuter de ce sujet-là il y a quelques mois hors de vidéo, mais c'est deux mondes qui se rencontrent, quoi, le monde du business et le monde de la création. Encore une fois, il faut voir les contours, si les contours sont clairs. Typiquement, tu vois, les petits bouts de vidéo, typiquement, ça c'est un truc que je veux voir avant la publication, avoir mon mot à dire, quand même avoir un certain contrôle. Maintenant, si ça se limite à en fait adapter ce que j'ai fait pour Facebook pour développer l'audience et développer la présence sur Facebook, moi je trouve ça bien parce que tu touches encore plus de gens. Et pour dernière question par rapport aux marques, c'est en même temps une giga opportunité, ça te permet de lancer, de vivre de ça et tout. Est-ce que tu as exploré d'autres façons de monétiser ta communauté pas pour presser ta communauté, mais peut-être pour en visiter différemment. Est-ce qu'à un moment, eux ont émis un jour le sujet d'avoir moins de pubs, moins de placements, tu vois, parce que c'est comme des enfants qui regardent, alors tu vois, on peut imaginer, enfin j'imagine qu'il y a une partie de plus jeunes qui regardent tes vidéos. Et donc, est-ce que tu as déjà réfléchi à d'autres façons d'autres façons, en fait, il en existe pas mal que j'exploite pas forcément, mais typiquement là, en tout cas par rapport à ce que je fais maintenant, j'essaye en tout cas d'avoir un équilibre le plus sain possible, à savoir que quand je fais une vidéo avec un placement déjà, il y a moins de pubs globalement sur la vidéo. J'essaie toujours de l'intégrer d'une bonne manière, que ce soit quand même intéressant, etc. Chouette à regarder. Et maintenant, presque, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais une intégration, dans les commentaires, c'est vraiment pas rare qu'on me dise « Ah putain, trop marrant l'intégration. » Vraiment, les gens l'ont validé et ça c'est trop bien. La mission est réussie. Après, derrière, il y a d'autres moyens, style, tu vois, tout ce qui est Tipeee, donc des dons. Je pourrais faire un truc Tipeee, le bouton rejoindre. Donc en gros, les gens peuvent rejoindre, tu payes et tu as des émoticônes spécifiques, etc.
Ça peut être intéressant, mais ça, je le fais pas non plus. Les Patreons, tu vois, les trucs sur les côtés où en fait, tu demandes à une plus petite part de ta communauté, vraiment le cœur à qui tu proposes un truc spécifique, ça développe aussi des revenus. Tout ça, c'est des choses, en fait, Patreon en particulier, où je me dis, si je le fais, c'est le jour où j'ai vraiment un truc à proposer aux gens. Mais je ne vais pas commencer à aller fouiller les poches de mes abonnés en disant « Ah, je suis aussi sur Patreon, tu vas voir, je fais des best-of, vraiment bien, c'est quali. Hein. » Ça, bon, voilà, il y a des limites, quoi. Je crois que c'est comme ça aussi que tu gardes la confiance et que, bon, les gens ne sont pas saoulés. Si j'avais mis un placement et 10 pubs dans la vidéo parce qu'elle dure 15 minutes et que je fais une pub toutes les 2 minutes, bon, clairement, ça aurait saoulé les gens, quoi. T'as pas ce sentiment, Mehdi, que le mec des vidéos, qu'on dit c'est un mec bien, le cœur pur, ça a l'air d'être lui un peu là maintenant, tu vois? T'es un peu convaincu? T'es un peu le gendre, tu vois, qu'on a envie d'avoir comme Gendre ça. idéal. Il est sympa, il pense à sa communauté, vrai. bienveillance et tout. J'ai préparé mon texte. Ouais, c'est ça, voilà. On aurait dû faire une partie avec Elena pour voir si c'est validé ou pas. C'était vrai. Donc il y a un moment, tu avais créé une marque de fringues, de coques, de téléphones, etc. Ouais. Oui. Et du coup, je voulais savoir, en fait, tu avais fait une vidéo aussi pour annoncer la fin de cette marque-là. Est-ce que tu veux bien résumer juste les circonstances? Ouais, carrément. Donc j'avais en fait, il y a un petit temps, j'avais lancé d'abord une première marque. Là, c'est vraiment pur merchandising. C'était vraiment, ça s'appelait La Souille, etc. Ok. C'était vraiment pur merch. Et au final, ça avait cartonné, mais c'était marrant. Mais de là à perdurer dans le temps, etc., il y avait quand même beaucoup de choses en amont qui avaient été chiants à gérer, des retards de livraison, des contacts avec les fournisseurs qui ne sont pas toujours agréables, etc. C'était pas une expérience 100% agréable. Et donc, je m'étais dit, en fait, si je fais ça, je fais une vraie marque. Et là, je fais un vrai truc, pas un merch, vraiment un truc quali où tout est géré de A à Z et tout. Et donc, m'est venue cette idée-là, je crois, 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, je ne sais plus. Et je m'étais dit, en fait, là, j'ai vraiment envie de trouver des bons partenaires. Et donc, j'avais approché un autre collègue qui avait déjà sa marque. Je lui avais dit, tiens, comment ça se passe et tout. On a beaucoup discuté. Et donc, j'ai créé cette marque. Ça a duré, je crois, 1 an et demi. Ça a bien marché aussi. Mais comme c'était une vraie marque et qu'on avait cette ambition de faire des réseaux, on avait développé pas mal de choses autour. On réfléchissait à, tiens, qui est-ce qu'on pourrait approcher comme grande enseigne pour avoir notre place chez eux, etc. Enfin, il y avait des plans sur le long terme. Sauf qu'en fait, moi je me suis retrouvé en fait à la croisée des chemins où soit j'agrandis l'équipe, et vraiment là on part, c'est bon, on y va, et je supervise, mais je mets vraiment ça dans les mains d'experts, entre guillemets, d'une équipe, soit ça me prend trop de temps, et j'accorde ce temps à des trucs vraiment qui me passionnent, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, j'avais ce kiff de me dire, ah putain, des vêtements que tu as créés et tout, et que tu vois les abonnés qui le portent et tout. Même toi, tu mets tes propres fringues, tu as choisi, tu sais qu'il pèse, c'est un 300 grammes, tu sais qu'il y a une double piqûre dans le cou, machin, parce que tu as vraiment tout checké, c'est trop bien. Mais en fait, le côté relou avait pris trop de place. Checker même les services clientèle. Moi, j'étais impliqué dans tout, dans les colis, dans le service clientèle, etc. J'étais vraiment partout, mais ça me rendait dingue. Et donc, du coup, en fait, ça prenait trop de place sur ce qui me passionne, moi, vraiment, à savoir la vidéo et la comédie. Donc, en fait, j'ai dit, tu sais quoi, c'était très chouette, c'était très cool. Ça va peut-être sonner comme un échec pour certaines personnes, mais tant pis, en fait, j'assume, j'ai pas envie de traîner ça et d'attendre que ça s'écroule et que ça ressemble plus à rien pour me dire, Relix, c'est fini. Et voilà, quoi. Il n'y a pas longtemps aussi, la youtubeuse Sananas, je sais pas si tu vois, elle a fait une marque et elle a arrêté. Elle a arrêté, je sais pas combien de temps elle a duré. Vraiment pas longtemps. Ouais, c'était un lancement et plus en bas. Ouais, c'est rude. C'était assez rude. Toi, ça a duré combien de temps l'aventure? Je crois que c'était 1 an et demi. 1 an et demi quand même. Je pense, ouais. Non, elle, c'est 1 mois et demi peut-être. Enfin, tu vois, sans truc. Mais de ce qu'elle expliquait que c'était trop. Ouais, je voyais. C'était pas chouette en fait, tu vois. Je pense que créer le produit et tout, c'est cool, mais après. Ouais. Non, assumer derrière et tout. Surtout quand si t'as 10 commandes, c'est chouette. Bon, t'es un peu déçu parce que c'est beaucoup pour 10 commandes. Mais quand ça marche et qu'il y a un truc à suivre et tout, qu'il y a des commandes et plein de gens et des trucs, c'est exponentiel. Et t'as pas été approché parce que, de nouveau, vu que ce secteur structure, au States, il y a des acteurs qui sont arrivés en disant, nous, on va faire l'e-commerce des créateurs. Et donc, on va t'assurer que, attention, pas une marque où tu choisis tout, mais des casquettes avec tel visuel, tel machin, et on va tout gérer, tu vois. Oui. Ça pourrait te plaire ou pas? Un truc où, attention, on va dire, mais après tu gères pas ou non, d'ailleurs, je reçois souvent des mails, ça me fait marrer parce qu'ils me disent
on aime beaucoup votre chaîne, hein, vraiment votre chaîne elle est top. Mais on a remarqué que vous n'avez pas encore fait de chaîne de ligne de vêtements, etc. Mec, Bah alors, t'as pas regardé? renseigne-toi. Ouais. Et non, c'est pareil, c'est plein de, c'est leur métier quoi. Ils font ça pour toi, mais non, ça m'intéresse pas. En hommage post-mortem alors à cette marque, on s'est rencontré le Anna Wintour belge, Mehdi, Ok. et des vêtements, et enfin une pièce, je sais pas ce que ça veut dire, on va un peu voir le D'accord. film, échanger un Curieux. peu là-dessus. Anna Wintour belge quand même. Ouais. Faut qu'on check là. Voilà. Ah oui. Des souvenirs ou quoi? Ah ouais, là c'était un chouette petit lancement, très sympa. A moment. Ça a été tourné ici? Ouais, ça a été tourné près du Petit Sablon. Ok. Ah oui, c'est près du bowling. là. Enfin oui, Ouais, le petit ouais, skate, c'est ça. ok, je vois. À différents endroits aussi, mais au Bowling Stone aussi. Très pro, en tout cas très pro. Évidemment, hein, On essaye, on on n'allait essaye. pas se... Bien sûr. Pardon, on va être étonné de ça, mais... Et donc Mehdi, est-ce que tu peux un peu nous parler Mais ce que je trouve super intéressant, tu peux enlever le son. Hein. Je trouve super intéressant avec ta marque, c'est que quand je la vois comme ça, par exemple, imagine on fait un quiz en mode voilà, je vous montre ce spot, devinez à quel youtubeur c'est. J'aurais pas imaginé que c'est ta marque à toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu me dis, je pense que tu me dis que tu avais fait ton merch avec la souille, etc. Ouais. Moi j'aurais imaginé plus un truc avec, tu sais, des visuels un peu second degré quelque part, tu vois, un peu. Alors que là, c'est des trucs Là, c'est très sérieux. hyper Je veux graphiques. dire plus beauf. Est-ce que de toi, on pourrait y penser sur ta blague? Ah, bonne blague. Ah oui, je Ah, vois. bonne blague. Bien sûr. Et là, c'est un truc très hype, très machin, tu vois. Ouais, mais clairement, la première, le merch, hein, il y avait certains t-shirts où c'était, je reprenais des phrases des abonnés où c'était où est mon chocolat, tu vois. Où est mon chocolat en grand avec un chocolat énorme. Ouais. C'était un gag, Voilà. c'était merchandising, tu vois. Ouais. Ok. Là, non, là, le désir, c'était vraiment de mettre des vêtements que moi, j'aimerais bien porter, C'est ça. plus clean, avec une petite spécificité de la chute derrière, en fait, qui est plus longue que l'avant. Enfin bref, Ok. des Ok. détails comme ça. Et ça a été quoi, un an avant de lancer, et comme beaucoup de réflexions, j'imagine. Ouais, hein, quand même, je sais plus pendant combien de temps on a préparé ça en amont, mais en tout cas, elle a existé, ouais, un an et demi de souvenirs. Et t'es quand même vachement absent des visuels et tout. Ouais, C'était quoi en fait? Est-ce que ton ambition à la base, quand même, c'était pas un peu de créer une marque, genre, j'allais dire vraie marque, mais enfin, tu vois, qui soit vraiment dissociée du créateur? grave. C'était ça? Tu te voyais avoir un petit empire dans la mode? Ouais, et encore, tu vois, je crois que en fait, j'ai vraiment jamais eu cette ambition de finir à la Fashion Week ou que sais-je, tu vois. C'était vraiment juste, ok, moi, il y a certaines marques que j'aime bien, je les trouve cool, que je les trouve chez Urban Outfitters ou des trucs comme ça, tu vois, ou des marques comme ça, tu vois, Arte, des marques belges. Je m'étais dit, bon, en vrai, si je trouve un chouette visu et tout, j'aimerais bien trouver un petit créneau et tout, mais sans que ce soit moi qui soit mis en avant et que des gens découvrent, achètent en fait la marque sans même savoir que c'est moi derrière, tu vois. Ok, ok. Ça pour moi ça aurait été, ça l'a été pour certaines personnes, même si la majorité c'était quand même Bah les oui. abonnés, tu vois. Ouais. Mais c'était une expérience. Et t'en as croisé hyper, sur l'an et demi parfois quelqu'un qui a un t-shirt ou un pull Oui, parce qu'en fait j'ai organisé, pas longtemps après, j'ai organisé ce que j'ai appelé les Arcanes, où en gros j'avais privatisé un bar, Ok. que j'avais complètement refait, on avait redécoré l'intérieur, et en fait c'était une soirée de lancement pour les prochaines collections qui allaient venir. En fait, il y avait 3 collections différentes, certaines qui, après épuisement, ne revenaient plus jamais. Ok. Et donc, en gros, là, c'était un peu à la croisée des chemins où c'était une soirée en même temps pour rencontrer tous ceux qui avaient acheté la marque, avoir un petit meet-up aussi entre nous, ça Ouais. faisait longtemps. Et puis, c'était le moment aussi de parler de l'avenir de la marque et tout. Et c'était le temps d'une soirée, c'était très, très chouette, tu vois. Ok. Et j'imagine qu'avec un bon démarrage comme tu as pu le faire et tout, en vrai, tu aurais peut-être pu déléguer un max et te dire voilà, J'aurais j'ai pu. fait une fondation sympa, Ouais. mais tu voulais pas. J'aurais pu, mais je voulais pas parce que je savais que j'allais devoir au moins superviser ça pendant 6 mois, tu vois, à devoir trouver vraiment l'équipe idéale. Est-ce qu'elles ont les mêmes valeurs, les mêmes directions et tout. En plus, me connaissant, je suis trop pointilleux sur des conneries, ça l'aurait pas fait. Mais on voit que tu es perfectionniste. Et ça, justement, le perfectionnisme, c'est quoi tes limites? Parce qu'on sait que pour beaucoup de gens, c'est un frein, en fait, plutôt qu'un atout. Bah, ça l'a été pour mon monteur, hein, typiquement. Hein. Ah, bah oui. Ça l'a été pour mon monteur, tu vois. La guillotine. Ouais, la guillotine, tu vois. Et là, maintenant, en vrai, je me dis, bon, je me dis que sur la partie montage, il n'y a plus tellement de créativité. Ok. Tout est dans le scénario.
du moment que tu as le rythme, etc., c'est juste ça qui va faire qu'on va être efficace dans nos échanges. Mais sinon voilà, ça a été le meilleur exemple, c'est le monteur. Ok. Et une aventure pareille, il n'y a pas des moments où tu te dis « Ah purée, je créerais bien quand même un nouveau produit ». Si, parce que parfois tu te dis « Putain, c'était quand même bien ». En fait, ce qui est trop bien, c'est quand tu as tout créé, tu mets ton site en ligne, les gens savent que ça va sortir, et là tu vois tes courbes globales, les visites, les achats et tout, c'est trop bien. Tu vois, t'es là, putain, ils achètent mon truc, un truc, une création perso et tout. Et puis quand tu vois les gens le porter, quand tu vas à des conventions ou autre, c'est hyper plaisant. Mais en fait, c'est beaucoup, tout le travail qu'il y a avant et après ça, en fait, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, non. Écoute, on va finir cette interview hautement inspirante. Franchement, très chouette. Hautement hyper généreux. sympa. Mais ça, vraiment, on ira faire une enquête après Elena, parce que ce mec, tu vois, c'est louche quand les mecs sont trop, tu vois. Parce Il y a des trucs bizarres. Ouais, t'as quand même commencé par un crime avoué, tu vois. Et après, il a construit une image de mec sympa pendant 2 heures. Oui, mais je suis vraiment sympa, non, oublie ce que j'ai dit. Mais on va revenir, on mettra toujours la vidéo du début. On va mettre un thriller. D'abord, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi pour 2022 ? C'est quoi le grand défi que tu as envie vraiment de... Bon, j'aimerais bien, c'est un peu la chance et puis on verra, mais j'aimerais bien avoir une première vraie expérience au ciné, que ce soit dans une série ou même un court-métrage, mais dirigé avec quelqu'un, un jeune, bon réalisateur qui me fait confiance, ou même pour un petit rôle secondaire, tu vois. Mais que je puisse vivre en 2022 un vrai plateau pro, série, ciné, peu importe, en 2022, quoi. Évidemment, pérenne sur YouTube, et voilà, quoi. Évidemment. Ça fait beaucoup déjà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Elena, c'est quoi son défi cette année ? Écoute, son défi, c'est un peu pareil pour la partie YouTube. Elle aimerait bien continuer le format qui marche sur sa chaîne, qui est le format principal, mais elle aimerait bien proposer d'autres idées. Elle est un peu comme moi aussi à essayer de trouver vraiment ce qui lui plaît à elle avant de le lâcher. Mais non, je pense qu'elle aimerait un peu comme moi, tu vois, toucher de plus en plus de gens sur YouTube. Elle a quitté un job qu'elle avait, ou ça fait longtemps qu'elle est avec toi dans l'aventure, ou elle aussi a eu un grand saut, tout ça? Elle a travaillé des années ailleurs, et puis je crois que son job lui plaisait plus du tout, donc elle avait arrêté cette partie-là. Et elle s'est rapidement, elle a toujours eu aussi dans un petit coin de sa tête je crois même que outre les vidéos YouTube, c'était le fait de raconter des choses aux gens. Elle est très bonne dans le storytelling, et c'est un truc, évidemment, comme on a vécu cette aventure à deux depuis mes débuts, oui. Évidemment, c'était évident que ça allait tomber, donc c'est parti. Je trouve que on fera bien sûr un reportage sur elle, enfin une interview avec elle, on va pas laisser l'homme parler de elle ce en fait qu'il souvent, fait. Bien sûr. Comment ? Elle en fait souvent des interviews ? Elle en donne ? De temps en temps, mais là, pareil, avec le Covid, je crois qu'on a été... Oui. Ouais. Mais je trouve que quand on l'entend, pas du tout qu'on s'en tape toi, parce que vous êtes deux humains différents, mais en tout cas, ça donne l'impression que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, comme ça. Et c'est bien expliqué, mais quand je la vois, je dis, mais oui, évidemment que cet humour va bien ensemble, je sais pas quoi, il y a un truc qui est donné comme ça, mais j'oublie pas qu'il y a eu un meurtre, hein, mais vraiment, ça, je reste là-dessus. À part Elena, c'est qui de notre prochain invité ? Déjà, c'était le premier, donc encore merci d'avoir... Avec plaisir, très chouette. Fait ça, mais quel prochain créateur qu'on devrait inviter ici ? Tu pourrais inviter Jimmy, ou une Gaëlle, ou une Gilles. J'entends Gaëlle dans les coulisses. Gaëlle, ouais. Jimmy aussi. Ouais, après, ils sont très occupés, tous, tout le temps, donc c'est un peu toi et ta chance. Ouais. Je vais prendre un râteau maintenant, c'est tout moi et ma chance, sauf si tu me fais une intro. Sauf si je te fais quelle intro ? Salut Jimmy, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. N'oublie pas qu'on doit partir en vacances cette année ensemble pour un projet de vidéo. Par ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une nouvelle chaîne sur l'entrepreneuriat. Est-ce que ça t'intéresse une interview? Jimmy, c'est sûr qu'il ne va jamais voir mon message. Okay. Il sera autour d'une bière, il aura oublié son PC. Ils sont très occupés, il sera autour d'une bière. Oui, lui, c'est très occupé dans ce sens-là. Tu vois. Ouais, okay. Il est déconnecté, c'est monsieur déconnecté, pour l'avoir, ça va être compliqué. Gaël, je peux lui dire que j'ai fait une interview chez vous. Lui dire, si Startup te dit. Incroyable. Génial, on le tente. Et pour l'info, Jimmy, donc toi, moi, on a créé une entreprise, donc on a des actionnaires, donc des fonds d'investissement très sérieux.
Et ils m'ont dit, si tu veux qu'on t'aide, ma sœur connaît très bien la frère ou la sœur de Jimmy, je sais plus. Incroyable ça. Oui, bah ok, oui, on essaye tout. C'est trop marrant quoi. Mais nickel. Trop bien. Merci. Mais juste, je te laisse conclure parce que vraiment, c'est la première fois qu'on faisait une interview à deux aussi. Je l'ai dit, l'interview n'a jamais été aussi préparée qu'aujourd'hui, donc vraiment, la tête je me dis, elle est là. C'était parfait. Il était très bien. Hein. Très bien. C'est très bien. Excellent. Ouais, mais merci surtout à toi parce que tu as été hyper généreux dans tes réponses. Il a rien caché, Bien gâché. franchement. J'ai pas eu de joker, c'est vrai. Ouais. Pas de Maintenant, joker, pour le voilà. montant, en fait, au début, tu sais quoi, on a acheté des buzzers. Ils sont pas Ah. arrivés. Enfin, ils sont arrivés, mais c'était fermé ici. Vous auriez pu faire un joker. Heureusement vrai. que tu l'as pas fait. Et quand je t'ai demandé une fourchette de prix, tu as donné le prix. Incroyable, c'était incroyable. Mais Pour pour tout tout te dire, qu'est-ce que ça peut faire de... Franchement, pour tout te dire, j'avais déjà hésité à faire une vidéo là-dessus où j'étais franc à 100% pour ne serait-ce que aider d'autres créateurs qui Mais à fond. ont été comme moi dans le déni et Ouais. qui ont donné des prix pétés pendant un temps. C'est nous, Un cœur pur. Notre section là, Start de Vie, c'est parce qu'en fait, on se rend tellement pas compte c'est quoi en fait entreprendre, c'est quoi lever des fonds, tu sais pour le côté start-up qui se lance, entreprise, qu'alors tu dis toujours que c'est pas pour moi. Tu vois où c'est pas atteignable et c'est que grâce à des témoignages comme le tien dans ton secteur où les startups quand elles parlent ouvertement des choses, qu'on permet à d'autres gens alors de dire mais oui, allez je À teste fond, quoi, j'y à vais à fond. fond. Tu vois, je trouve que tu as un exemple incroyable pour ça parce que t'as pas tout lâché du jour au lendemain en disant j'y vais, tu vois ce que un peu le rêve d'entrepreneur c'est je lâche tout, j'y vais, Ouais. je mets tout en risque aussi, Ouais. hein, tu vois. Je mets tout en risque, donc aussi l'argent, mais les tensions que ça crée dans un À fond. couple quand. Hein, et tu as dit non, je prends un job qui était peut-être très sympa, mais qui a l'air moins sympa que youtubeur. Ouais. Et dans une banque qui a été comme ça, tu as compris son truc. Incroyable parcours pour l'instant. Je peux vraiment te voir avoir le même parcours au cinéma. Eh ben merci, Ouais, de j'espère. ouf. J'espère. À fond au cinéma et aussi que tu puisses créer tous les formats que tu as envie et que ça cartonne à chaque fois sur YouTube. Hein. Croisons les doigts. Hein. Yes. Merci bien. Ma dernière question quand même, parce que Mehdi l'avait noté. Est-ce qu'on te voit en 2023, en 2024 sur une scène stand-up, ça pourrait te tenter ça ou pas? C'est marrant, on en a déjà parlé, mais je suis pas sûr que je Mais c'est serais très logique. bon. Hein. Mais je suis pas sûr, je crois pas que ce serait mon truc. Ou alors vraiment, faut que je le prépare de dingue, mais c'est plus le truc d'Elena, ça je crois par contre. Ah ouais. Ok. Elle je a déjà crois une que c'est- expérience là-dedans ou bien Elle n'a pas d'expérience, Mais tu mais le sens. parfois elle me dit j'aimerais bien faire mon truc, ou quand elle voit des gens, elle se dit ouais, j'ai l'impression que je pourrais proposer quelque chose. Et ça, pour le coup, en Belgique, c'est hyper développé. Ouais, je T'as pense que blindé ouais. de trucs Ouais, d'humoristes, ouais, vraiment ouais, blindé. ouais, ça a l'air, franchement. Mm. Ben, un jour peut-être. Ouais, allez, Inch'Allah. On n'a jamais dit aux gens, c'est quoi toi, parce que vraiment quand tu es jeune créateur, c'est vraiment le truc à quel tu penses qu'il n'y a aucun intérêt. Quand est-ce que tu dis abonnez-vous, commentez, tu vois? Est-ce qu'il y a, t'as un truc, t'as trouvé un machin ou ça n'a aucune importance? En vrai, rien que le dire, franchement, ça aide. Maintenant, c'est devenu un peu bateau, tout le monde le dit. Mais c'est vrai que sur 10 vidéos, tu le dis jamais, et 10 vidéos où tu le dis, ça peut se ressentir dans tes stats. Moi, typiquement, je le fais au début avec une intro un peu humoristique. Oui. Mais c'est pas la même chose que quand tu le dis toi-même face cam. Oui. Et du coup, moi, je le dis au début et à la fin, de temps en temps, je dis abonnez-vous. Et si tu vas peut-être un peu plus loin que juste dire abonnez-vous, que tu dis une blague, non, mais j'ai vu que, attends, il y a une partie d'entre vous qui regardez, mais vous n'êtes pas abonné, machin, et que tu fais un peu durer ce sujet, ça sensibilise encore plus. Abonnez-vous, Ouais. abonnez-vous. Est-ce qu'on peut te demander de le demander? Ah ben voilà, Oui, il va bah me le voilà. dire. Là, il y a un petit shot que vous pouvez utiliser. Voilà, à chaque vidéo, Matt que. Abonnez-vous. Ok, top. Non, il parlait dans le chat. Nickel. Non, c'est pas vrai du tout, c'est Startup Vie, ça n'a rien à voir. Nickel. Top. Ah bah, Allez. nickel, un tout grand merci. Avec plaisir. C'est super gênant. Ouais, Merci. Allez, Mehdi, on t'emmène ici. C'est le mot. Merci. À bientôt alors. À bientôt. Allez. À bientôt.